Moi, tu vois, j'aime bien le système qui est au Maroc. J'aime bien, justement, un roi qui va pouvoir être là pendant 20 ans, pendant 30 ans. Il y a des entrepreneurs qui montent une boîte. JC, lui, a scalé plusieurs entreprises de 0 à 100 millions d'euros. Il a construit des écosystèmes mondiaux et révolutionné des industries entières. LVMH, Société Générale, L'Oréal, derrière ces géants, dans l'ombre, JC construit les écosystèmes et insuffle l'agilité qui leur permet de rester au sommet. Moi, je fais tous les mois entre 6 et 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est pas moi qui les gagne, les 6 à 8 millions d'euros. C'est mon chiffre d'affaires. Et à la fin, il va me rester quoi à la fin de l'année? Pionnier du digital, visionnaire dans l'intelligence artificielle, bâtisseur d'innovation avant que ce soit à la mode, New York, Tokyo, Paris, il a levé des millions. Aujourd'hui, il accompagne une nouvelle génération d'entrepreneurs et de leaders pour maîtriser l'innovation, la croissance et l'intelligence artificielle. Je vais encore me faire des ennemis, mais le remote versus le travail au bureau, arrêtez. L'être humain n'est pas fait pour travailler en remote. Basta. Ah ouais. Auteur du livre Human Robot Agent, il décrypte comment leadership, AI et entrepreneuriat fusionnent pour créer les géants de demain. Il est avec nous pour partager son histoire et parler de ces sujets qui font la tendance aujourd'hui. JC, comment tu vas? Super bien. T'as la forme? Impeccable. Ça fait plaisir de t'avoir. Pareil, à Marrakech, j'adore venir. Tu le sais, c'est ma deuxième maison ici. Incroyable. Tu sais que tu as de plus en plus de personnes qui se lancent à l'aventure africaine. Et j'ai l'impression que Marrakech, c'est un hub là en ce moment. Et énormément de personnes viennent. Toi, je sais que tu as beaucoup d'expérience aussi avec la ville de Casablanca. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais au Maroc quand tu es au Maroc? Moi, ça fait 6 ans que j'ai des bureaux à Casa. 6 ans que je viens ici très régulièrement, à peu près une fois tous les 3 mois minimum. Parfois plus. Moi, je pense que, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que le Maroc, c'est vraiment la porte d'ouverture vers l'Afrique. Le potentiel, pour moi, est assez énorme, notamment avec le Maroc 2030, qui a pour but de digitaliser les entreprises marocaines. Et vraiment dans l'optique de la Coupe du Monde 2030, qui est pour moi un peu un prétexte, justement un fort prétexte pour vraiment digitaliser et accélérer. Et je trouve ça génial parce que c'est vraiment une volonté du roi. Et donc nous, depuis 6 ans avec Womanity, on a pris la vague dès le début pour accompagner toutes les grandes entreprises, mais même aussi les moyennes entreprises marocaines à se digitaliser. On travaille beaucoup avec l'ADD, l'Agence du développement, et notamment d'ailleurs je suis ici à Marrakech aujourd'hui parce que j'ai une présentation justement avec l'ADD et la PEBI lundi pour parler du leadership à l'ère de l'IA, où ils m'ont fait venir au GITEX. Le GITEX, un des plus grands événements mondiaux qui se passe actuellement au Maroc, mais ils ont aussi filialisé dans plusieurs endroits dans le monde, au Moyen-Orient et aussi en Europe. Mais vraiment, au Maroc, c'est vraiment le lieu dans lequel le GITEX, tout le monde va venir, toutes les entreprises vont venir, j'ai tous mes clients qui viennent. Et vraiment, nous, notre métier avec Womanity Maroc, c'est d'accompagner tous nos clients vers la digitalisation de leurs équipes, la digitalisation de leurs entreprises, que ce soit pour les banques, les aider à créer des banques en ligne, pour les gouvernements aussi. Je vais parler aussi e-gov lundi pour vraiment rendre les services du gouvernement plus digitaux, créer des guichets uniques justement pour pouvoir accompagner les gouvernements et surtout pour aider les citoyens marocains à faciliter toutes les démarches via le digital. Magnifique. Donc là, le GITEX à Marrakech, tu sais que j'ai été surpris de voir que cet événement-là se faisait à Marrakech. L'année dernière, ils l'ont fait aussi. Ils l'ont fait, c'est la 3e édition. C'est la 3e édition. Ouais. Et en fait, je passais devant il y a déjà 1 mois. Ils étaient déjà en train de construire, tu sais, tous les préfabriqués et tout. Enfin, vraiment pour accueillir le truc. Je pensais qu'ils allaient le faire au Palais des Congrès. En fait, ils le font juste en face du Royal, de la Mamounia et du Sofitel. Mais c'est incroyable comment ils sont dessus depuis au moins plus d'1 mois là. C'est un Burning Man géant. Ouais, c'est incroyable. En fait, il crée quasiment une ville dans la ville. Ouais, c'est vraiment un événement dingue. Moi, je sais que j'ai tous mes clients qui y sont. Là, j'ai passé la semaine avant à Casa. J'ai rencontré tous mes clients. Et vraiment, au GITEX,
Il va y avoir tous mes clients là-bas et vraiment ça va être un super événement qui va parler d'agile, de digital, d'e-gov, C'est quoi l'e-gov pour que les gens comprennent? C'est tout ce qui est gouvernement digital. Okay. Ça vient de ce qui a été fait il y a 20-30 ans aux États-Unis, où déjà on avait commencé à parler de services digitaux pour les citoyens. Aujourd'hui, parmi les pays les plus avancés au monde, on va trouver, oui, les États-Unis, mais on va trouver par exemple aussi l'Estonie, qui est capable de digitaliser tous les services. Par exemple, moi avec Wemanity, il y a 7 ans, à Monaco, on a créé justement un guichet unique pour les citoyens monégasques aussi, pour faciliter leur démarche administrative via le digital. Et aujourd'hui, on est en train de le faire aussi pour plusieurs ministères marocains. Et vraiment, l'objectif, c'est d'accompagner les citoyens vers la facilité des démarches. L'Estonie, tu parlais de l'Estonie, il y a 3 ans ou 4, j'avais cet objectif de sortir de la France et de m'expatrier ailleurs, parce que je me lançais dans le digital, j'étais dans le digital, je savais que je voulais aller ailleurs, et on m'avait proposé l'Estonie, et j'ai été choqué par leur process, le e-residence, on parle, le e-visa e-residence. Et je me disais, mais comment ils peuvent... On me disait, ouais, avec une seule carte, tu peux créer ta société, tu fais toutes tes démarches, en fait, depuis où tu veux dans le monde, avec ta carte à puce qu'on t'envoie. L'Estonie a été un pionnier mondial, il y a à peu près 12 ans, de la facilité des services, de la digitalisation du gouvernement. L'Estonie a même supprimer des services du gouvernement pour les remplacer par des startups. Et justement, il y a eu une émergence forte des startups estoniennes pour pouvoir prendre des pans entiers de l'industrie sur place, et les gouvernements ont fait appel à des startups, et donc ça a créé l'émergence de nouvelles startups qui sont devenues des scale-up aussi, à travailler directement pour le gouvernement. Et comme l'Estonie a été un pionnier là-dedans, ça a été un cercle vertueux, et donc leurs startups qui ont réussi à créer des services full digitaux pour le gouvernement, après se sont expatriés et ont fait la même chose pour d'autres pays européens et d'autres pays mondiaux. Là, l'Estonie, ils ont été précurseurs dans ça. Aujourd'hui, ils sont dans quoi alors? S'ils sont en avance? Ils ont continué, c'est-à-dire qu'ils ont continué sur le digital, sur le mobile, et ensuite aujourd'hui sur l'IA. Aujourd'hui, ça fait partie des pays qui sont les plus précurseurs aussi en matière d'IA. Moi, je sais que j'ai créé ma première société dans l'IA il y a 10 ans, et j'avais des ingénieurs aussi qui travaillaient en France, mais aussi avec l'Estonie. Et moi, quand j'entends parler de digitalisation, ça me fait penser à un truc, c'est un sujet qui est aussi assez clivant. Ça me fait penser au nouvel ordre mondial, tout ça. Au fait que tous les pays se digitalisent, tous les pays s'unissent en fait sur une digitalisation commune, et qu'à un moment donné, tout va être imbriqué, et que le contrôle va être beaucoup plus facile pour un nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça va être. Tu as plusieurs théories, mais pour moi, ça s'inscrit sur un futur qui va être contrôlé assez facilement. Après, tu vas avoir des conspirationnistes qui vont dire que c'est pour une cause, et d'autres qui vont dire que c'est pour une cause. Chacun va défendre la cause. Mais toi, t'en penses quoi de ce sujet? Alors, j'ai 2 sujets par rapport à ça. Première problématique, déjà, ou premier sujet, c'est en Chine. Est-ce que tu sais, par exemple, qu'en Chine, j'ai un ami qui en revient il y a 2 jours. J'étais avec lui, il m'a expliqué qu'il n'a même plus besoin de sa carte d'embarquement. Il arrive et directement, visuellement, ou de son passeport, parce que derrière, dès qu'il était arrivé, il a enregistré son passeport, et après, partout où il allait, avec un système exactement via les yeux, derrière, ils arrivaient à voir qui tu étais, et donc derrière, tu n'avais pas besoin de ton billet électronique à présenter au niveau du train, au niveau de l'avion.
lorsque tu fais des réservations, tout se met directement sur ton passeport, tout se met sur ta carte bleue, et en fait, tu n'as besoin de pas grand-chose, en fait. Juste ton téléphone, et avec ton téléphone et justement tout ce qui est reconnaissance visuelle, tout est fait. Incroyable. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir une carte bleue avec toi, tu n'as plus besoin d'avoir ton passeport, tu n'as plus besoin de rien, tu te balades n'importe où, et grâce à la technologie en Chine, c'est vrai qu'il y a des caméras partout, du coup, et que c'est un système ultra contrôlé, mais ça on le sait, la Chine c'est ultra contrôlé, mais le revers c'est que c'est une digitalisation quasi totale. Et donc oui, il y a une problématique qui est où en est la liberté là-dedans. Mais ça, c'est pas forcément mon sujet. Le sujet que tu as dit, c'est tu as parlé de nouvel ordre mondial et de contrôle. Le deuxième sujet, moi, ma théorie, justement, en termes de nouvel ordre mondial, lorsque moi je suis arrivé à l'école, il y a plus de 30 ans, en école de commerce, mon directeur nous avait dit « Jeunes gens, vous serez globaux ou vous ne serez pas ». Il a eu raison pendant, je pense, 20 ans. Moi, j'ai été un des premiers à partir, pas le seul, mais un des premiers à partir et à m'expatrier aux États-Unis lorsque j'avais 20 ans. À l'époque, il y avait quoi? Il y en avait peut-être 2, 3, 4 par promo. Aujourd'hui, dans les promos d'école de commerce, je crois qu'il y en a 80%. Je crois même que c'est une obligation de partir à l'étranger. Nous, à l'époque, ce n'était pas le cas. Par contre, notre directeur avait été visionnaire sur les 10, 20 années suivantes. Par contre, moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai changement dans l'ordre mondial. Et aujourd'hui, je vais carrément parler de déglobalisation. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'il se passe aux États-Unis, en Chine, en Russie, justement, il y a des nouveaux blocs qui sont en train de se réaliser. Et qui aurait pu penser, il y a encore 6 mois, il y a encore 5 ans, 10 ans, 30 ans, que les États-Unis pouvaient faire un partenariat avec la Russie? Ouais, ça aurait été inimaginable. Eh bien, aujourd'hui, l'impensable devient possible. J'ai un ami, Tariq Krim, qui me parlait il y a quelques jours d'impensé. C'est-à-dire qu'on n'aurait même pas pu penser cela possible. Exactement. Et pourtant, ça arrive. Et aujourd'hui, quand tu vois les États-Unis, la Chine, la Russie qui disent... qui créent une préférence nationale, aux États-Unis, American First, en Chine, Chinese First, en Russie, Russian First. Au final, on est en train de déglobaliser le monde, et vraiment pour arriver à un nouvel ordre où certaines puissances sont en train de s'allier les unes avec les autres. Moi, je crois beaucoup à l'Europe et aussi à une passerelle entre l'Europe et l'Afrique, voire l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Parce que je suis convaincu qu'il y a un nombre de talents incalculables en Europe, mais aussi en Afrique. Au Moyen-Orient, en Afrique, je vois beaucoup de start-up au Maroc, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, qui se développent extrêmement bien, avec très peu de moyens, vraiment en mode start-up qui démarre dans les garages. Comme aux États-Unis, ça s'est passé, ou comme encore en France, ça se passe, ou en Europe, et vraiment avec peu de moyens, avec des résultats extraordinaires. Par exemple, là, je ne sais pas si tu connais Stadip, qui est une super success story. Et vraiment, il y a beaucoup de... C'est quoi comme success story? Je ne connais pas ce... C'est une start-up qui s'est lancée dans la data, dans l'IA, et qui s'est revendue, je crois, pour plusieurs centaines de millions d'euros. Je crois 800 millions d'euros ou 600 millions d'euros. Et vraiment... Partie de zéro, quoi ou... Est partie de zéro, en un temps très court, qui a pivoté plusieurs fois. Mais une super start-up aussi, qui a cartonné, qui est une start-up africaine. Et justement, je pense qu'il y en a de plus en plus qui vont se développer. Sur un podcast, j'ai interviewé quelqu'un il n'y a pas longtemps qui a monté tout un système d'incubation en Tunisie pour accompagner, je crois qu'elle a accompagné plus de 250 startups au cours des 2 dernières années en Tunisie. Et d'ailleurs, dimanche, au Jitex, il y a
un après-midi dédié aux start-upers et aux investisseurs marocains. Il y a beaucoup d'investisseurs même du Moyen-Orient ou européens qui viennent exprès pour rencontrer ces start-up-là. Donc vraiment, je vois un élan entrepreneurial très fort en Afrique. Déjà, l'Afrique est pour moi un tissu énorme de PME et je crois que ça représente 80 ou 90% des entreprises sur le territoire africain. Et je suis persuadé qu'avec l'élan start-up, entre ce qui se passe en Europe, les forces de l'Europe, les talents européens que j'invite d'ailleurs, tous les talents qu'il y a aussi dans les autres pays, aux États-Unis ou même en Chine, à revenir. Pareil, les scientifiques, revenir en Europe. Et je pense qu'avec le continent africain, il y a énormément de choses, de passerelles et de choses à construire, voire à reconstruire aussi. Vu un peu ce qui s'est passé, les tensions qu'il y a pu avoir les dernières années ou les dernières décennies entre les politiques. Mais on va dire, moi, la politique, c'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'est l'entrepreneuriat. Et un entrepreneur africain égale un entrepreneur européen. Et un entrepreneur africain plus un entrepreneur européen, pour moi, ça fait 3, voire beaucoup plus. Et je pense qu'il y a de très belles choses à faire. Dans un podcast avec Hakim, on a beaucoup parlé de ce sujet entre l'Europe et le continent africain. Et moi, je n'étais pas du tout d'accord avec ce qu'il avançait. Bien que Hakim, il ait ses positions et qu'il est, il est très, il sait très bien de quoi il parle. Hein. Mais moi, je n'ai pas été d'accord sur la partie africaine où il disait que l'Afrique ne produisait rien. Pour moi, c'est le contraire. L'Afrique produit beaucoup. C'est juste qu'elle produit peut-être ailleurs, dans un premier temps. Ensuite, ils essaient de revenir aux sources pour développer leur pays. Mais tu as énormément de personnes. J'ai rencontré une personne il y a 6 mois, un Marocain, qui a créé une start-up justement pour améliorer dans l'IA en fait, pour digitaliser certaines choses, rendre plus facile la vie de certaines entreprises. Et je trouve que les idées qu'il avance, les choses qu'il fait et ce qu'il construit, ça équivaut 100 fois à des entrepreneurs aussi français. Donc en fait, j'ai juste trouvé que lui avait beaucoup moins de ressources. Ouais. Tu vois, qu'il y avait beaucoup moins de ressources et qu'il y avait beaucoup moins de financement. Alors, plusieurs choses. Moi déjà, l'Europe et l'Afrique, je les oppose pas, je les complète. Afrique plus Europe, pour moi, ça fait 3. Donc vraiment, je pense que les deux ont beaucoup à s'apporter et que cette complémentarité a été vraiment délaissée les dernières années ou les dernières décennies, et je pense pour des conneries de politique. Et la politique, au final, on s'en fout. Là, on parle d'entrepreneurs, on parle de création. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, oui, il y a moins de ressources, mais qui dit un entrepreneur avec moins de ressources, dit aussi un entrepreneur avec plus de créativité. Moi, je pars toujours du principe qu'il faut éviter d'avoir trop d'argent au début, parce que si tu as trop d'argent au début, tu te retrouves trop riche, trop embourgeoisé, et du coup, tu vas être moins créatif. Souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui aident beaucoup de pays qui aident les startups au début, mais après, qui arrêtent l'aide lorsqu'elles ont atteint une certaine taille. Pour moi, c'est une connerie. C'est justement lorsque les startups deviennent des scale-up qu'il faut encore plus les accélérer, parce que ça veut dire qu'elles ont trouvé leur marché. Et justement, c'est là où il faudrait, pour moi, accentuer les financements. Et justement, là où l'Europe et l'Afrique devraient se doter de fonds beaucoup plus importants, et notamment des fonds souverains en Europe, fonds souverains au Maroc, fonds souverains en Afrique, et même essayer de faire venir des fonds étrangers pour justement accélérer les startups lorsqu'elles arrivent à une certaine taille, et plus se dire « Ah ben ça y est, là elles ont réussi ». Ça suffit. En fait, c'est un manque d'ambition des pays, un manque d'ambition, une mentalité de se dire ben, ça y est, elles ont scalé. Non. L'idée, c'est de faire des géants. Elles ont scalé, ben justement, aidons-les à devenir des géants mondiaux, comme les GAFAM, comme les Batix en Chine. Et pour moi, il n'y a pas de limite. Des entreprises, par exemple, il y a une entreprise en France comme Alan,
tu connais peut-être, qui est dans la partie mutuelle. Oui. J'ai interviewé Jean-Charles Samuelien il y a quelques jours aussi sur un podcast. Et c'est une société extraordinaire qui, pour moi, peut être un géant mondial et doit être un géant mondial. Comme Mistral doit être un géant mondial. Il y en a qui disent la valorisation, elle est déjà énorme. La valorisation, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le déploiement de l'entreprise. Et ça peut être un géant mondial comme ChatGPT, comme je te parlais d'Instadeep, voilà, qui est la start-up africaine. Pareil, ça peut être aussi un géant mondial. L'idée pour moi, c'est d'accompagner les scale-up pour aller encore plus loin et devenir des géants. Je vois ton enthousiasme par rapport à tous ces sujets-là. Justement, en Europe, moi, je veux te poser une question. Toi qui es vraiment dans ces domaines-là de l'IA depuis des années, etc. Entre les 3 continents, on va dire, entre la Chine, les États-Unis et l'Europe, il y a eu une course à l'IA, aujourd'hui qui est dominée, je pense, par la Chine et les États-Unis. Pourquoi, soudainement, en Europe, on commence à se réveiller et quels sont les points en fait, qui vont faire rattraper le retard de l'Europe pour vraiment monter au classement très rapidement et aller concurrencer les grosses entreprises chinoises et américaines? Alors pour moi, la réponse, ce sont les entrepreneurs. 1. 2, ça va être des scientifiques. Et 3, ça va être les financements. Mais oui, c'est vrai. Donc pour répondre à ta première question, oui, l'Europe a pris un énorme retard sur les GAFAM et sur les géants américains et chinois. Pourquoi? Je dirais le mindset. Voire trop petit, comme je te disais il y a quelques minutes, arriver à une certaine taille, on arrête d'aider les entreprises. 2, du coup, le manque de financement adéquat. On le voit bien, même dès les startups. En Europe, on va dire, il faut que les sociétés commencent par gagner de l'argent. Là où aux États-Unis, les sociétés doivent d'abord trouver un marché. Et donc, ça va être l'attraction qui va primer. Là où en Europe, on va faire primer d'abord le chiffre d'affaires et le bénéfice. Amazon a commencé à être rentable après 20 ans, après plus de 20 ans. Et Amazon a été rentable grâce à AWS, c'est-à-dire le cloud. Et pas grâce à leur plateforme, alors qu'Amazon avait des milliards de clients. Donc ça a été d'abord une course à être le premier, le plus fort, le plus grand. Là où, en Europe, d'abord, tu as quel chiffre d'affaires, tu as quel bénéfice, et là, soit on va te prêter, soit on va investir. Donc vraiment, pour moi, déjà, financement, mindset. Le mindset aussi de la population est un mindset où, déjà, lorsque moi je suis arrivé au début des années 2000, les entrepreneurs de l'Internet, on était très mal vus. Et lorsqu'on s'est cassé la gueule, tout le monde était content de dire « Ah, on le savait. On le savait, c'est quoi cette génération de jeunes Internet, ça ne marchera jamais. » Bon, ça a marché. Et puis progressivement, les start-upers il a commencé à avoir un peu une mode, et c'est très bien, parce qu'il y a eu de plus en plus de start-up, de plus en plus d'entrepreneurs. Et puis ensuite, on a arrêté de critiquer les entrepreneurs, on a commencé à critiquer ceux qui réussissaient le mieux. Ouais. Donc ceux qui arrivaient à scaler. Parce qu'au final, les entrepreneurs, on le sait très bien, il y en a 90% qui gagnent moins de 2 000 € par mois. Et ceux-là, on ne les regarde pas. En général, les gens vont juste regarder les quelques-uns qui réussissent, mais au final, c'est quand même 90-95% des entrepreneurs qui triment. Oui. Et ceux qui réussissaient, on a commencé à leur mettre des bâtons dans les roues, à la fois les États, on a arrêté de leur donner des primes, on a arrêté de les aider, tout le monde a commencé à les montrer du doigt. Bref, à un moment, il faut réussir. Avant, on n'avait pas trop le droit de réussir. Aujourd'hui, on peut réussir, mais pas trop. Pas trop le montrer non plus. Ouais. Et pas trop grandir. Alors que justement, ok, on a scalé, monté des boîtes à 100 millions. Super, il faut aider maintenant à passer à 1 milliard. Et 1 milliard, tu n'es pas un géant. Après, il faut les aider à passer à 10 milliards, à 100 milliards, à 1000 milliards, comme les GAFAM aux États-Unis. Ou comme en Chine, en fait. Donc l'idée, c'est
vraiment un mindset de voir grand. Voilà. Déjà, il y a un mindset qui s'est amélioré avec l'entrepreneuriat, avec aussi de plus en plus de salariés qui veulent devenir aussi entrepreneurs, avec des idées, avec des scientifiques aussi, qui partent aussi à l'étranger, mais il y en a beaucoup qui restent, ce qui est génial, avec des spin-offs de plusieurs universités aussi. Donc, ça commence. Et puis, il commence à y avoir des super entrepreneurs, comme Jean-Charles Samuelian, par exemple, d'Alan, qui a été un des premiers à pousser la souveraineté en France et à mettre en avant aussi Mistral. C'est lui qui est allé chercher les 3 fondateurs de Mistral. Et puis, depuis 1 an et demi, les 3 fondateurs font un travail extraordinaire, justement, pour montrer à quel point l'IA n'est pas juste américain ou chinois. Et donc là, c'est vrai qu'il y a une énorme prise de conscience en Europe de se dire, nous aussi, on peut rivaliser, on doit rivaliser. Et moi, comme je dis beaucoup maintenant, l'Europe doit s'assumer. L'Europe ne doit plus rougir devant les États-Unis et devant la Chine. L'Europe doit maintenant s'imposer et s'opposer. Quand j'entends Trump sur les droits de douane, et l'Europe dire « Ok, on est en réaction », la réaction, ça ne marche pas en fait. À un moment, tu agis, et de toutes les manières, il faut assumer les conséquences. Il y aura toujours des conséquences. Donc je dis, moi, à un moment, Trump, c'est vrai, il est fou, on en reparlera plus tard, mais d'un côté, il fait bouger les lignes. Ouais, exactement. Et à un moment, il faut aussi assumer et pas avoir peur de prendre des décisions. Pourquoi c'est lui qui dégaine en premier des droits de douane et l'Europe suit? À un moment, il faut s'imposer. C'est comme dans l'entrepreneuriat. Parfois, il faut s'imposer, il faut s'opposer. Et je pense que l'Europe, aujourd'hui, il est temps, et l'Europe est en train de le comprendre, qu'à un moment, il faut avoir, comme en entreprise, du courage managérial, le courage de savoir dire non, et de dire, on prendra les conséquences. Au fait, nous aussi, on va pas attendre, et là-dessus, nous aussi, on va prendre des décisions. Et si tu veux, et les représailles que tu veux. Ça fait du bien quand même à l'Europe, que tu as un Trump qui bouge les lignes, comme tu le dis, et qui choque un peu les gens. Parce que, en fait, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que tout le monde s'était un petit peu endormi, même avec Biden juste avant, etc. Tout le monde était un peu endormi, on laissait faire l'économie, peut-être la crise, peut-être pas. C'était assez flou comment on voyait les choses. Mais Trump, il est arrivé, il a donné des tempos d'entrepreneurs. Donc du coup, derrière, tu as eu les Européens, les Chinois, ils ont commencé à se dire « Ah, il faut qu'on se réveille nous aussi ». Donc tu as vu, donc, il donne sa liste de droits de douane. Il dit à tout le monde « Finalement, vous allez passer de temps à temps ». Les Européens, ils se sont, on va dire, réveillés ou réactionnés. Et tu as Trump qui dit « Bon, attendez, petit moratoire de 90 jours, on va réfléchir ». En fait, il faut... C'est ça. C'est exactement ça. Trump, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi, je ne suis pas du tout en faveur de ce qu'il fait. Par contre, il fait bouger les lignes. Comme tu dis, il n'y a plus de flou. Il y va pas. Et du coup, l'Europe doit se bouger. L'Europe doit s'unir, et je reprends les termes, doit s'opposer et s'imposer. Comme un vrai pays. Et les Européens doivent arrêter d'avoir peur des États-Unis, d'avoir peur de la Chine, d'avoir peur de la Russie. À un moment, c'est un marché de 500 millions de personnes, quand même, l'Europe. Il y a des millions de talents. À un moment, il faut se dire, c'est bon, nous aussi on compte. Nous aussi, on est une forte puissance ensemble. Et maintenant, on y va avec du courage. Mais pour ça, il faut du courage managérial, il faut du leadership et il faut être capable d'assumer des décisions qui viendront d'autres pays. Et c'est pas grave à un moment. Mais je pense qu'il y a aussi, il faut redevenir aussi autonome. Il faut se réindustrialiser. On l'a vu avec le Covid, où en Europe, on n'avait pas de masque. En Europe, on n'avait pas de médicaments. C'était le tiers-monde, l'Europe. C'était le tiers-monde. À ce moment-là. Mais c'est ça. Mais ça doit être terminé. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la course à l'IA, avec les technologies, avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent, parce qu'on parle d'IA, moi, c'est vrai que je parle beaucoup aussi de robotique. D'ailleurs, c'est le titre du livre que je viens d'écrire, Human Robot Agent, parce que la robotique, il y a 10 ans, je la voyais arriver un peu plus vite que maintenant, je la voyais arriver sous 2-3 ans. Elle n'est toujours pas tout à fait là. Je parle de robots
qui ont l'apparence humaine, les humanoïdes. Mais je pense que ça va vraiment arriver, et beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Et là aussi, il y a une course à la robotisation, une course au robot aussi, qui est en train d'arriver. Et sur toutes les prochaines technologies, je pense que l'Europe a une vraie carte à jouer. Et je vais le redire encore une fois, en s'alliant. Parce que l'Europe peut s'allier beaucoup plus facilement avec l'Afrique, avec le Moyen-Orient. C'est ce qu'a fait Macron en s'alliant en termes de financement avec des pays du Golfe. Et je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer au niveau européen en face des États-Unis et de la Chine et de la Russie. Est-ce que, parce que c'est toujours le même souci, il y a des financements, l'État veut donner la chance par la parole aux entrepreneurs, etc. Est-ce que tu penses que en France, avec la politique actuelle, les politiques futures de projection, on va laisser la place aux entrepreneurs de s'assumer, la place aux entrepreneurs de créer, parce que là, on est quand même dans un pays, en France, on va pas se le cacher, où malgré son envie de faire la course à l'IA, la course à ci, etc., il laisse pas les entrepreneurs libres de leurs gestes. Donc, tu vois quoi, toi, dans les prochaines années? C'est quoi le challenge de la France pour laisser justement la place à ces entrepreneurs-là, les récupérer, ne pas les faire fuir et les laisser construire en France? Alors déjà, moi je dis, il y a trop de règles en Europe et en France. Donc déjà, assouplir les règles. J'ai écouté un discours de Simoncini la semaine dernière à Paris au Business Chinese Club, et il disait il faudrait une nouvelle règle pour 100 règles qui sont supprimées. Et je pense qu'il a raison. À minima, il faudrait supprimer de 10% le nombre de réglementations européennes chaque année. Donc déjà, c'est vrai que tu dis un manque de liberté, c'est sûr, parce qu'il y a énormément de règles. Et du coup, le problème, c'est que souvent, on va partir avec des boulets aux pieds par rapport aux autres. Donc au final, il n'y a pas de concurrence loyale, elle est déloyale, parce qu'en Europe, on passe notre temps à se tirer des balles dans le pied pour des règles que les étrangers, les Chinois, Américains ou autres ne suivent pas. Donc au final, on va faire des règles qu'on va être les seuls à suivre et qui vont faire qu'au final, on ne sera pas dans la concurrence mondiale avec les mêmes armes. Donc déjà, réglementation. 2, on en a parlé tout à l'heure, les financements. Plus de financement à toutes les étapes justement de la création d'entreprises. 3, même si je vais peut-être me faire beaucoup d'ennemis, moins d'assistanat. Okay. Le problème, c'est qu'on assiste beaucoup trop les gens. À un moment, il faut se réveiller. Je faisais un post il y a 10 jours, justement, sur un de mes anciens salariés qui est venu me voir, qui s'appelle Sabri, qui est venu me voir en me remerciant, en me disant « Merci JC, il y a 4 ans, lorsque je suis parti, de m'avoir refusé ma rupture conventionnelle. » Je disais « Pourquoi tu me remercies ?» Et il me dit « Parce qu'au moins, tu m'as dit, si tu es... tu m'as dit à l'époque, si tu veux partir, Sabri, pars comme un adulte. » Et c'est ce que j'ai fait. Et il est parti comme un adulte. Résultat, il a pris la décision de partir. Le lendemain, il n'avait pas de chômage, il n'avait rien. Et donc, il a eu 30 jours pour trouver des clients. Ouais. Parce qu'au final, ton meilleur... Tu as toujours un patron. Ouais. Moi, mon patron, ce sont mes clients. Et quand tu es entrepreneur, ton patron, c'est ton client. Donc, il a eu 30 jours pour trouver des clients. Oui, c'était dangereux. Ah ben oui, c'est certain que c'était très dangereux. Mais au final, sa boîte, elle est toujours là. Il marche très, très bien dans ce qu'il fait. D'ailleurs, depuis quelques mois, on retravaille ensemble. Voilà, et je suis son client. Et ça marche extrêmement bien. Et vraiment, on voit souvent, il me sortait lui-même une stat pour me dire, je crois qu'il y a 75 ou 80%, ou voire plus, d'entreprises qui meurent dans les 2 premières années. Et tu sais pourquoi? Parce que justement, beaucoup de salariés partent avec une rupture conventionnelle, se disent, c'est bon, j'ai 2 ans pour que la société, elle marche. Et puis au bout de 2 ans, ça marche pas. Voilà, j'ai pas trouvé de clients, pas assez. Et du coup, je retrouve un job. Ouais. C'est parce qu'ils avaient de l'argent tous les mois du chômage. Ouais.
vivais ça comme c'est limite un truc, un side project. C'est un side project, c'est ça au final. Je me lève à l'heure que je veux. Ouais. J'ai pas de stress. Ouais. Moi, tu sais, j'ai une phrase qui dit, une devise, le stress, ça paralyse ou ça catalyse. Et un entrepreneur, si le stress, ça ne le catalyse pas, il faut pas qu'il soit entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Vraiment, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une vocation. C'est comme être prêtre. C'est-à-dire que prêtre, j'ai la foi en Dieu, prêtre ou imam ou rabbin, j'ai la foi en Dieu, j'ai une foi inébranlable en Dieu. Eh bien, entrepreneur, j'ai foi en moi, j'ai foi en mes clients et j'ai confiance en moi pour réussir. Parce qu'être entrepreneur, c'est tous les jours des emmerdes. C'est pas une emmerde. C'est une escalade d'emmerdes au quotidien, être entrepreneur. C'est de régler des emmerdes tous les jours. C'est ça. Et pourquoi? Parce que c'est aussi dans la difficulté que tu vas apprendre. C'est Mandela qui disait « Je n'échoue jamais, je ne fais qu'apprendre ». Un entrepreneur, il apprend tous les jours. Mais c'est vrai qu'il apprend à travers les montagnes russes. Puis en général, c'est beaucoup d'emmerdes. Et puis à un moment, tu as un succès. Et tu es content d'avoir un succès. Et puis, tu n'as même pas le temps de le célébrer que déjà, tu te retrouves avec d'autres emmerdes. Mais c'est la vie d'un entrepreneur. Moi, c'est ma vie depuis 30 ans. C'est la vie de beaucoup d'entrepreneurs. Et donc, pour moi, vraiment, il y a un vrai sujet, je dirais pour moi, en termes de mindset, de pouvoir faciliter le travail des entrepreneurs. Et l'assistanat, je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Oui. On a une assurance maladie qui est extraordinaire en France. On a une couverture qui est extraordinaire aussi. Et je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Mais je dis à un moment, tu veux partir, il faut partir comme un adulte d'une entreprise. Et il ne faut pas essayer de passer son temps à aller négocier avec l'employeur. Ah, je vais essayer d'avoir 3 semaines de plus, 1 mois de plus. Non, tu décides de partir, tu pars. Lorsqu'une entreprise veut se séparer de quelqu'un, elle paye ce qu'elle doit payer et basta. Exact. Et si quelqu'un veut partir, il part. Et s'il part pour être entrepreneur, il part, il fait bien les choses et dès le premier jour, il va se battre pour avoir des clients jour et nuit, week-end compris, jusqu'à ce qu'il ait un client. Et quand il a un client, s'il n'a pas de client, ben à la limite, c'est que son modèle n'est pas bon. Et donc, il retourne salarié. C'est pas grave, il aura essayé. Limite, j'ai envie de te dire qu'il devrait inventer un truc du style le chômage, les 6 premiers mois, je te donne rien. Faut que tu bosses, faut que tu trouves un truc. Ouais. Et si tu n'y arrives pas, bah, c'est peut-être un peu le même concept que le RSA ou quoi. Mais si tu trouves rien au bout de 6 mois, par palier, je te donne un truc, mais je te le supprime si jamais je vois que tu bouges pas, tu vois. Et peut-être que la digitalisation et l'IA, etc., elle va être capable, à terme, de capter ces glandeurs. Ouais, c'est vrai. Non, mais pour moi, toute l'assistanat, et c'est pareil, c'est-à-dire que si tu veux être entrepreneur, je suis d'accord, tu trouves ta traction marché, et si tu trouves ta traction marché, à ce moment-là, on va te donner, on va t'aider, on va t'accompagner, mais on va pas te donner de l'argent pour rien. On va essayer de te trouver plus de clients. On va essayer de te mettre en place un écosystème. Et c'est pareil, lorsque tu te fais licencier, à la limite, tu peux te dire, ou lorsque tu fais une rupture conventionnelle, tu peux te dire, ah, c'est bon, je reste au chaud pendant 6 mois, pendant 1 an, en mode vacances. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'au final, pareil, comme tu dis, tu vas pas chercher de job, tu vas pas... C'est pas pour tout le monde. Ouais. Évidemment, il y a toujours des cas de gens qui sont motivés, qui n'aiment pas rester à la maison, qui veulent pas rester à regarder Netflix toute la journée et qui vont se bouger. Mais il y en a aussi, c'est pas le cas. Et le problème après, c'est que c'est quoi? C'est plus d'impôts pour tout le monde, c'est plus d'impôts pour ceux qui travaillent, c'est plus d'impôts pour les entreprises. Parce qu'au final, l'argent, il faut bien que l'État il le prenne quelque part. Bien sûr. Et le problème, c'est que souvent, ceux qui travaillent payent pour ceux qui ne travaillent pas. Exact. Et justement, l'État, là aussi, devrait pour moi avoir de sacrés profils aussi et une machine à faire retrouver un job à ceux qui veulent un job. Ouais. Parce que ça arrive, il y a des vraies personnes qui cherchent vraiment du travail. Mais ceux-là, l'État devrait vraiment les aider. Leur donner de la visibilité. Leur donner de la visibilité, leur trouver... Mais le problème, c'est que comme il y en a une partie qui est tranquille... Une grosse partie. Une grosse partie, voilà, on va pas se mentir, qui est tranquille. Et bien du coup, ceux qui travaillent vont être là à payer pour les autres. Et il y en a qui derrière vont être tranquilles. Alors que normalement, si tu n'as plus de job le jour au lendemain, soit tu veux être entrepreneur et tu bosses comme un chien pour trouver
des clients, soit tu veux pas être entrepreneur, tu veux être un nouveau salarié, ce qui est tout à fait légitime. Mais à ce moment-là, tu bosses comme un chien pour retrouver un job. Moi, je me suis retrouvé sans job, plusieurs reprises. Et chaque fois où je me suis bougé pour essayer de trouver des clients, soit je me suis bougé pour essayer de trouver un job. Et je suis toujours arrivé à trouver un job. Même si parfois, bah oui, j'ai mangé des pâtes pendant longtemps, j'ai mangé des pâtes chez Lidl pendant un moment, quoi. Mais j'avais pas le choix. Tu sais, moi, ce qui me tue, c'est de voir sur les réseaux sociaux que toutes ces personnes-là qui sont dans l'assistanat, c'est eux qui sont visibles. Moi, j'arrive plus à aller voir sur Insta, TikTok, enfin sur ton algorithme, en fait, il t'alimente de ces glandeurs. Et je suis un YouTuber sur YouTube qui s'appelle Micode. Et à chaque fois, il ramène des entrepreneurs dans la tech, dans l'IA, des petits entrepreneurs qui essayent, des créatifs et tout. Et je me dis, mais c'est pas normal que ces gens-là, c'est des Français, ils essayent de créer des géants. Tu les vois, ils ont la niaque et tout. Et je me dis, mais ils n'ont pas de visibilité. Et moi, ça me rend dingue de voir des créateurs, des mecs qui ont des idées de dingue, qui vont chercher comment faire, qui bidouillent, etc., qui te font des trucs. Ils n'ont pas de visibilité, mais derrière, sur les réseaux sociaux, 90% de ce qui circule, c'est de la merde. Alors là, je te rejoins, moi, ça me rend fou. Et d'ailleurs, si je suis venu sur les réseaux, c'était pour ça aussi. Magnifique. En fait, c'est parce que... Faut qu'on rétablisse la vérité. Ah ouais, non, mais ça, c'est pour rétablir la vérité, parce que franchement, moi, j'en ai marre de voir des conneries sur les réseaux, de voir que mes enfants, j'ai 3 enfants, de voir que derrière, ils vont regarder des gars qui cassent des télés, qui vont regarder des gens, pour moi, qui font de la merde ou qui racontent des conneries, alors qu'à côté, il y a des gens, comme tu dis, qui travaillent, des gens qui veulent monter des startups, des gens, comme tu dis, moi aussi, je regarde Micode, et derrière, tu vois que ces gens-là existent et se battent pour réussir. Et il y en a plein, il en montre quelques-uns, mais il y en a des milliers qui se battent. Moi, je sais que suite aux quelques podcasts que j'ai faits, où je racontais un peu mon histoire, j'ai eu des dizaines, des centaines de témoignages de personnes qui m'ont dit, voilà, moi je me bats, ma société est tombée, je me bats, tu me donnes le courage justement de me relancer. J'en ai eu des dizaines qui me demandent des conseils et qui m'ont dit, on comprend pas pourquoi t'es pas assez visible. Et je disais, moi je préfère, j'étais dans le mode vivant heureux, vivant caché. Ils m'ont dit, non, justement, prends la parole pour justement nous donner de la force et pour rétablir la vérité. Une autre vérité que je veux rétablir, vraiment ça me saoule, c'est de voir ces influenceurs qui disent, suis ma formation et en un mois, tu vas gagner 10 000 € par mois. C'est faux, ça n'existe pas. Personne ne va gagner 10 000 € net par mois d'un mois à l'autre. Une entreprise magique, ça n'existe pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Le 10 000 €, c'est quoi? C'est peut-être 10 000 € de chiffre d'affaires. Mais déjà, les 10 000 € de chiffre d'affaires, tu ne les fais pas le premier mois. Tu peux les faire s'ils ont de très bonnes formations, ce qui est rare. J'en ai vu plusieurs, mes enfants en ont acheté plusieurs, je les ai regardés. Il y en a qui sont très bonnes, mais il y en a beaucoup, et c'est la majorité, c'est vraiment du bullshit. Mais tu peux tomber sur une très bonne formation. Si la formation est très bonne, oui, tu peux apprendre, et oui, à un moment, tu pourras arriver à gagner jusqu'à 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. C'est quoi le chiffre d'affaires? C'est le montant total de tes ventes. 10 000 €, c'est 10 000 € de chiffre d'affaires. Ensuite viennent tous les coûts. Donc d'abord, tu as tes coûts si tu achètes, par exemple, un appareil photo, si tu fais venir des gens sur un podcast. Donc tu as tous les coûts de réalisation de ton activité. Là, tu as ta marge et ensuite, tu enlèves de ta marge aussi les coûts, soit de salaire, si tu as des salariés, soit si tu as des prestataires, des freelances avec lesquels tu as besoin de travailler, tu vas les enlever. Et puis là, à la fin, tu vas avoir ton bénéfice. Mais ton bénéfice avant impôt. Après, tu vas payer tes impôts entreprise, et là, il va te rester ton bénéfice avant impôt. Donc là, l'entreprise, elle a un bénéfice. Mais l'entreprise, d'un mois sur l'autre, elle doit garder de l'argent en caisse aussi pour pouvoir investir demain. Si tu ne peux pas investir, tu ne peux pas grandir. Exact. Et donc, tu vas te retrouver avec une somme, on va dire, si tant est que tu arrives à faire 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, ce qui est déjà très beau, peut-être tu vas te retrouver avec, au final, 20%
de bénéfices après impôt, voire 10%. Donc entre 10 et 20%, ça te fait entre 1000 et 2000 euros. Cet argent-là, tu vas le prendre, toi, mais quand tu vas le prendre après, tu vas aussi payer. C'est ça, tu vas aussi payer derrière de l'impôt personnel. Et là, cet impôt-là, une fois que tu l'enlèves, après, tu arrives ton net. Et quand tu es arrivé à ton net, il va te rester quoi? 1000, 1200 euros pour manger, pour payer ton toit. Donc, au final, les 10 000 euros qui sont vendus sur Internet à gagner tous les mois, c'est pas 10 000 euros dans ta poche, c'est 10 000 euros de chiffre d'affaires. Moi, je fais tous les mois entre 6 et 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pas de panique, j'ai juste mis pause quelques secondes pour vous dire de vous abonner. Plus de 80% d'entre vous qui regardez la vidéo n'êtes pas encore abonnés. Alors pour me soutenir, pour continuer à regarder des vidéos comme celle-ci, abonnez-vous, je vous remercie et bon visionnage pour le reste de la vidéo. On reprend. Mais c'est pas moi qui les gagne les 6 à 8 millions d'euros, c'est mon chiffre d'affaires. Si on va dire que je fais 6 millions d'euros, j'ai entre 4 et 5 millions d'euros de salaire à payer. Ouais. J'ai toutes mes charges, etc., etc. Et à la fin, il va me rester quoi à la fin de l'année? Peut-être 100 000 à 200 000. C'est beaucoup d'argent. Mais c'est pas 7 à 8 millions d'euros par mois. Ouais. Donc, il faut vraiment rétablir la vérité là-dessus. Tous ceux qui disent tu peux gagner 10 000 euros par mois, c'est faux. Tu ne vas pas gagner 10 000 euros par mois en suivant une formation. Ou peut-être, très peu le feront, mais après combien de temps? Après 1 an, après 1 an et demi, après 2 ans. Ouais. L'entreprise magique, ça n'existe pas. Personne ne peut gagner de l'argent facilement. S'il y en a qui arrivent, c'est peut-être quelques-uns. Bravo à eux. Je ne les blâme pas. Mais il faut faire attention. Parce que gagner de l'argent facile et rapidement, l'essentiel dans la vie, une carrière, c'est très longtemps. Aujourd'hui, on meurt à un homme entre 80 et 85 ans. Et donc, on a toute la vie. Le problème, c'est que si tu gagnes une fois, par coup de chance, parce que tu as eu un coup et tu as pu gagner de l'argent, après, tu ne sais pas reproduire la manière dont tu gagnes de l'argent. Donc, il faut faire attention. Donc, moi, je dis, une entreprise magique, ça n'existe pas. Une entreprise, pour qu'elle réussisse, il faut entre 3 ans et 4 ans. Je dis toujours, c'est 3 ans plus l'année en cours. Et c'est 3-4 ans où tu trimes comme un chien. J'appelle ça la roue du succès. Au début, elle est très dure à tourner. Et progressivement, elle devient de plus en plus facile à tourner parce qu'après, la 4e année, la 5e année, tu commences à voir tes clients, tu commences à avoir une certaine fidélisation. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers pour autant. Mais par contre, c'est là où tu commences à voir les fruits de tes résultats. Les fruits de ton résultat, tu ne les vois pas après 1 mois, tu ne les vois pas après 3 mois. Après, oui, tu peux gagner de l'argent aussi de manière 10, 12, 15 000. Mais attention, les premiers mois, ça va être du chiffre d'affaires. Après, il faut tout enlever. Il faut faire attention à ce qui reste dans la poche à la fin. Donc, c'est vrai que maintenant, il y a plein de nouveaux métiers où tu peux gagner de l'argent. Ouais. Mais au final, attention, c'est pas la panacée non plus. Ouais. Et 9 fois sur 10, un salarié va gagner plus d'argent qu'un entrepreneur. Ouais, voilà, c'est clair. Surtout en France. Exactement. Avec tout ce qu'on te prend, au final, c'est pas évident de bien gagner sa vie en tant qu'entrepreneur, surtout si on démarre. Donc vraiment, je répète, c'est une vocation, il faut aimer la difficulté et il faut aimer se dire qu'on réussit sur la durée. Surtout, ne pas se dire c'est bon, j'ai vu un tel qui a fait, il a la même idée que moi j'avais eu il y a 6 mois ou il y a 1 an et donc moi aussi je peux aller lever des millions. D'ailleurs, là aussi, autre vérité à rétablir ou en tout cas, information à donner. Quelqu'un qui lève de l'argent, attention, ce n'est pas dans sa poche. Quelqu'un qui va lever 10 millions, moi au début où je faisais des levées de fonds, les gens me disaient « Ah ouais, tu as levé 3 millions, 5 millions, t'es blindé ». Pas du tout. Je touche 0 sur ma levée de fonds. Et c'est le cas de 95%. Il y en a certains parfois qui peuvent prendre un petit peu un cash out après une certaine durée, mais dans 95% des cas, les personnes qui lèvent des fonds ne touchent pas 1 euro de leur levée de fonds. Celui qui gagne de l'argent quand il y a une levée de fonds, en général, c'est l'apporteur d'affaires. C'est l'apporteur d'affaires, ce sont les intermédiaires, exactement. Lui, il gagne de l'argent, il peut prendre entre 2 et 3%, voire 5% pour ceux qui prennent le plus. En général, c'est entre 2 et 3%. Ouais. Et donc, eux, ils prennent vraiment de l'argent parce que c'est un métier. Ouais, bien sûr. C'est un vrai métier d'aller chercher des investisseurs, c'est un vrai métier de faire tout ce qu'ils appellent le mémo, le mémorandum, c'est beaucoup de travail et c'est un réseau. Je reviens à l'histoire de Picasso. Oui.
Faire un dessin Ouais. sur une serviette, ça peut valoir 10 000 $. Mais le dessin, il n'a pas été fait en 30 secondes, il a été fait en 30 ans. Ouais. C'est exactement pareil. Tous les métiers ont de la valeur à partir du moment où tu le fais, et c'est sur la durée, c'est même toi qui m'en parlais sur le précédent podcast. Un métier, à un moment, t'es focus, et à la fin, ça commence à tomber, parce que tu as ton expérience, tu as créé ton expertise, et c'est cette expertise-là qui a de la valeur. Et souvent, les gens ne voient pas la valeur de l'expertise, et les gens vont dire « Ah, ça va, c'est bon, ah, il fait un podcast, c'est facile, ah, lui, il est simple intermédiaire, c'est facile. » Ah non, il n'y a rien de facile. C'est du travail, et c'est sur la durée. Et souvent, on voit que les 2-3% de réussite. Exact. C'est ça qui fait le plus de bruit, qui fait le plus de vues. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes à Dubaï. Et c'est des personnes... En fait, tu vois, ça rejoint ce que tu dis quand tu gagnes de l'argent rapidement. C'est coup de chance. J'ai vu plein de personnes gagner de l'argent rapidement. Et une fois qu'ils doivent revenir à la réalité, ils ont cramé un peu leur argent parce qu'ils se disent « Putain, je l'ai fait une fois, je peux le faire une deuxième fois. » Ils reviennent à la réalité. Ben, ils voient que c'est dur de gagner de l'argent, en fait. Que c'était un bon moment. Moi, j'ai eu un mec, je me souviens, il se reconnaîtra. Il m'a dit, je crois qu'en fait, j'ai eu de la chance. Parce qu'il a eu un excès d'ego, de confiance. C'était à l'époque des NFT. Il prend 5-6 millions par projet, tu vois. Et à un moment, quand les NFT écroulent, tu avais d'autres personnes qui, eux, sont pas allés dans la niche des NFT, ils sont restés dans l'e-commerce parce que c'était la tendance de l'époque, mais ils sont restés dans leur truc. C'était dur pour eux. C'était plus la hype de faire de l'e-commerce. Mais j'en ai quelques-uns, ils sont restés. Ils sont pas allés dans les NFT parce qu'ils se sont dit, ils ont pas senti le truc, tu vois. Mais ils étaient là, mais hyper frustrés. Ils voyaient des gens gagner de l'argent rapidement. Ils disaient, putain, moi je suis là, j'essaie de créer un produit, l'expérience client, tout ça, je galère. Et lui, il fait un projet, il vend des images, il prend 10 millions. Il se dit, mais putain, comment je... C'est dur, tu vois. Et tu as eu 90% des mecs qui étaient dans l'e-commerce, ils sont en mode objet brillant, ils ont vu les NFT, ils y sont allés. Et les 10%, ils sont restés. Et ces 10%-là qui sont restés focus dans leur truc, aujourd'hui, ils gagnent de l'argent. Et les mecs des NFT, ils ont perdu l'habitude ils n'ont plus l'habitude de gagner d'argent parce que c'était à ce moment qu'ils ont pris des sous. Tu vois ? Et on reste sur le focus. C'est ça, le focus. Et le long terme. Le long terme, c'est tout ce qui brille n'est pas de l'or. Exactement. Et comme je dis souvent, c'est bien d'avoir de l'or dans les mains, à condition d'avoir du plomb dans la tête. Très belle phrase. Et vraiment, c'est sur la durée. Une entreprise, ça ne se voit pas à 6 mois, à 1 an. Après, il y en a qui arrivent, bravo à eux. Moi, par exemple, je ne suis pas un mec de coups. Je n'ai jamais gagné de l'argent facilement. Je ne sais pas faire, en fait. Moi, ce que je sais, quand mes enfants ou quand les gens me posent des questions, j'y sais comment on fait ça. Il y a un truc aussi que je dis souvent, c'est mon fils qui me parlait de ça la semaine dernière, il a une société dans l'IA, et on parlait clients, et il me demandait comment faire. Je disais déjà, première règle, ne fais jamais du sell and run. Il me dit, c'est quoi du sell and run? Sell and run, c'est je vends et je cours pour pas que les clients me rattrapent. Ça, pour moi, c'est bien en mode du one-shot. Je fais un coup, je vends un produit pourri, et après, les clients ne me voient plus. Je lui dis, c'est tellement génial de lier une relation sur la durée avec ton client. Après, ton client, si c'est un B2C, si c'est un B2B, ça devient ton copain. Et du coup, après, vous liez une super relation de confiance. Mais même en B2C, c'est la même relation, à part qu'elle est plus massive, mais c'est la même relation de confiance. Si un client a confiance en toi, il a confiance en ta société, il a confiance en ton produit, il restera. C'est la même chose quand tu es entrepreneur, que tu as des salariés. La confiance, c'est extrêmement important. Il y a quelque chose qui s'appelle le saut de confiance. Le saut de confiance, c'est la confiance, tu la mets à la petite cuillère dans ton seau. Par contre, et donc chaque cuillère, c'est une action qui montre la confiance. Par contre, lorsque le seau tombe, la confiance, elle tombe complètement. Et donc, tes clients, tu les perds. La moindre erreur, tu peux perdre tous tes clients. Et tu peux perdre, du coup, toute la confiance que les clients ont mis en toi. Et donc, c'est terminé. Que ce soit en B2B ou en B2C. Donc, c'est tellement important d'avoir un client et de jamais le lâcher. Moi, je dis toujours, un client, tu ne le lâches jamais. Et comment il reste fidèle à toi-même, c'est le terme en anglais stickiness. Ben, tu lui apportes de la valeur,
non-stop, et tu crées la confiance avec lui. Mais pour créer la confiance, il faut être digne de la confiance. C'est comme dans une association, c'est comme dans un couple, c'est pareil, c'est dès que tu as des interactions avec des personnes, si tu lis une bonne confiance avec elles, après les gens, ils continuent de travailler avec toi. J'ai une question par rapport à ça. Vas-y. Qui me vient. Toi, si tu vois une personne, tu rencontres une personne et tu vois que cette personne-là, tu veux faire du business avec lui et que tu vois que c'est une personne qui, je sais pas, par rapport à ses relations, que ce soit amicales ou même relationnelles avec les femmes ou les hommes, tu vois qu'elle n'est pas digne de confiance, mais sur la relation intrinsèque, tu vois. Est-ce que tu peux lui faire confiance dans le boulot? Est-ce que ça reflète en fait cette personne-là, si je sais pas, c'est une personne qui aime bien sauter à droite à gauche, est-ce que tu vas lui donner une image qui va être pareille dans le domaine de l'association, dans le partenariat, dans le travail, ou est-ce que c'est une personne que tu vas dire non, clairement si c'est une merde avec le relationnel et qu'il peut être bien dans le travail? De base, non. Ok. C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est pareil pour tout le monde, mais par contre, moi, je vais choisir toujours la durée. Donc, je vais choisir des gens fiables dans leur vie de tous les jours. Voilà. Tout le monde peut avoir un homme ou une femme, des conquêtes, etc. Mais il faut faire les choses bien. Voilà. Ne pas raconter des conneries à tout le monde, en fait. Et parce qu'après, ça te rattrape tôt ou tard. Donc, pour moi, juste, tu suis ta ligne et tu la suis proprement. Ma plus grande fortune, c'est de pouvoir me regarder dans le miroir et me dire que ce que je fais tous les jours est en phase, est aligné avec mes valeurs. Et ça n'a pas de prix pour moi. Ouais, exactement. Sur le marché, je suis de loin pas le meilleur. Ouais. Il y en a des centaines, des milliers qui sont bien meilleurs que moi en entrepreneuriat. J'ai fait plein de conneries, mais au final, je reste droit dans mes bottes. On ne peut pas venir me dire un jour que j'ai trahi quelqu'un. C'est impossible. J'ai jamais trahi personne. Voilà. Par contre, on m'a trahi. Plusieurs fois, j'en ai parlé sur le podcast la dernière fois avec Hakim, et ça m'a valu aussi d'ailleurs beaucoup de critiques derrière parce que j'ai mis sur la table. Ah, mais ça, c'est toi avec Hakim, vous m'avez chauffé et du coup, j'ai mis sur la table plein d'histoires réelles. Mais bon, je les ai dit parce que moi, je suis franc. Moi, je suis franc et comme je dis dans ma boîte, il y a zéro tabou. Chez nous, on organise tous les 3 mois des soirées de la transparence et on dit tout. Parce que moi, je suis franc-parler. Okay. Et donc, moi, je dis la vérité et il n'y a pas de tabou. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Je pense que c'est pour ça que tu m'as invité aussi, que tu m'as réinvité au podcast. Parce que je dis la vérité. Mais vraiment, moi, je ne trahis pas les gens. Personne. Donc, est-ce que si tu ne trahis pas les gens, donc tu te fais trahir? Ouais. Donc, forcément, moi, c'est là des fois où je me pose une question aussi fondamentale. Je me dis, mais putain, les gens qui trahissent, c'est ceux qui se font jamais trahir. Oui, mais regarde, je vais te prendre un exemple. J'ai jamais trahi personne. Ouais. Et d'ailleurs, souvent, mes équipes me disent, JC, ta plus grande qualité, c'est ton plus grand défaut. C'est ma loyauté. Je suis ultra loyal avec mes équipes. Voilà. Et je trahis pas les gens. Mais pour répondre à ta question, ceux qui trahissent se font jamais trahir. Ok, mais est-ce qu'ils peuvent se regarder dans la glace? S'ils le font, c'est très bien. Si c'est leur vie, il n'y a pas de problème. Mais après, moi, tu sais quoi? Moi, je pars du principe, c'est comme une nana ou un mec qui s'est fait larguer assez salement et qui dit « Moi, je ne ferai plus jamais confiance. » C'est beau l'amour. Et même si tu t'es fait planter 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est quand même beau de croire en l'amour. Le business, c'est pareil. Je préfère croire en loyauté. Bon, ok, je me suis fait trahir 4, 5 fois dans ma vie. Dont 3 fois récemment, je t'en ai parlé la dernière fois dans le podcast. Mais au final, c'est la vie. Bon, après, par contre, attention, après, je suis intraitable. Je te l'avais dit. Après, je suis intraitable. J'ai plus rien qui compte. Je suis quelqu'un de libre. Après, les personnes, si je peux les défoncer, je le fais. Parce que derrière, moi, j'ai mon code. Mais par contre, après, c'est la loi du talion aussi. Après, derrière, on me fait mal, je fais 10 fois plus mal. Voilà, il y a des gens qui sont venus recruter chez moi, 2, 3 personnes. Je leur ai dit, à partir d'une personne recrutée, c'est la vie. Et puis, c'est mon rôle
de garder mes équipes. Okay. Mais si quelqu'un me fait une attaque massive et vient me chercher au moins 2 personnes, c'est simple. Dans sa boîte, 1, c'est 10. Donc, ça m'est arrivé une fois que quelqu'un est venu me recruter 2 personnes, j'en ai recruté 20 chez lui. Voilà. Et j'ai dit à mes équipes... Ah ouais, et j'ai dit à mes équipes, tu sais quoi, vous savez quoi, les gars, toute mon équipe de recrutement, je leur avais dit, sur les 3 prochains mois ou les 6 prochains mois, jusqu'à ce que vous ayez 20 personnes qui viennent de cette société-là, je vous interdis de recruter qui que ce soit d'une autre boîte. Et 2, je triple vos primes si vous recrutez des gens de cette boîte-là. Donc je peux te dire, tout le monde était au taquet, les dents qui rayaient le parquet. Et derrière, ça l'a fait. Et puis à part qu'arrivé à 10, il y a la personne qui gère cette boîte-là qui m'a appelé, qui m'a dit, JC, tu fais quoi? Je lui ai dit, tu m'as cherché, tu sais. Tu as commencé, recruter une personne, ça arrive partout. Là, tu m'en recrutes 2, tu étais sur le point d'en recruter 3 autres. Juste, ça se fait pas. Ça se fait pas, il y a quand même des règles dans le métier. Moi, je suis propre, j'ai jamais fait de trucs sales à des concurrents. Ouais. Donc derrière, je veux pas qu'on vienne me le faire et au moins, tout le monde va le savoir. Les gens vont aller dire à tout le monde ce qui s'est passé. Tu connaissais ce qu'avait fait Attila? Tu sais, au début, quand derrière, il était arrivé, il est allé brûler un premier village et il a laissé un villageois. Il a dit, maintenant, tu vas aller dire à tous les autres villages que s'ils ne sont pas asservis à moi, je fais pareil. Et c'est comme ça qu'il a conquis après des tas de villages, etc. Et beaucoup sans faire la guerre. Alors, je ne dis pas que c'est bien, mais je dis juste qu'à un moment, je ne trahis pas, je fais les choses bien, je suis propre dans tout ce que je fais, le maximum. J'essaie de jouer, même si je déteste les règles, j'essaye quand même de jouer le plus possible dans les règles, ou comme dit Xavier Niel, en mordant la ligne jaune, mais pas trop, pour rester propre. Tant que je suis propre, ça me va, je peux me regarder dans un miroir, mais par contre, je veux pas qu'on me trahisse. Et je veux pas qu'on touche à mes enfants, je veux pas qu'on touche... Tu sais, lorsque tu es entrepreneur, ta boîte, c'est ta famille, et tes équipes, c'est un peu comme tes enfants. Donc si demain, on vient faire du mal à certains, tu vas avoir un peu la haine, et moi, ça a été le cas. Mais vraiment, je suis d'accord avec toi. Et puis, s'il y en a qui vivent très bien le fait de trahir et se regarder dans le miroir, c'est très bien pour eux. Mais... Tu me fais penser à une citation de Mao Tse-tung. La citation, c'était « Tu en réprimandes un, tu en éduques 1000 ». Ah, mais c'est ça. C'est clairement le message que tu veux faire passer. C'est le message que je veux faire passer. Et derrière, on va dire que je touche du bois. Jusqu'à maintenant, ça a marché. Après, tu sais, ce qui a toujours marché, c'est pas forcément que ça marchera toujours. Il faut être capable d'évoluer, il faut être capable de se remettre en question. Ça aussi, je pense, ça doit être une des premières qualités d'un entrepreneur, peut-être même la première, d'être capable de se remettre en question. Tu parlais la dernière fois, lors du précédent podcast, de l'ego. Alors, à un moment, comme je te disais, il faut en avoir, mais pas trop. Et la première qualité qui passe avant l'ego, c'est être capable de se remettre en question. Il faut avoir la confiance en soi, mais pas trop, parce que si tu as trop confiance en toi, après, tu es aveuglé. Et tu vois plus rien, tu vois plus aucun risque, tu vois plus rien, et tu penses que tu es le roi du pétrole. Et c'est là où, en général, les problèmes arrivent. Et c'est là où il y a une force universelle qui vient te dire, à toi, t'as oublié, je vais pas te louper, t'as oublié les valeurs, et je vais te rappeler que derrière, au final, tout est éphémère. Le succès, c'est éphémère. Le succès, on le voit à la fin de la vie. Moi, ça m'arrive parfois des gens qui viennent me voir en me disant « Bravo, t'es successful ». Je dis « On verra à la fin de ma carrière ». Je suis déjà souvent monté, je suis souvent redescendu aussi. J'ai eu souvent un genou à terre, voire même les deux. Je me suis toujours relevé. Et ma capacité, c'est d'être capable de me relever. Mais par contre, voilà, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai réussi. J'ai la prétention de dire j'ai réussi des sociétés à certains moments. Le moment de tout m'était là. J'ai eu de la chance parce que je l'ai provoqué. Parce que j'ai su, moi, comme je dis tout le temps, sur la chance. Plus je travaille, plus j'en ai. Exactement. Donc, je la provoque. Et parfois, ça marche. Et parfois, ça marche pas. Et c'est pas parce que tu as réussi super bien quelque chose que le projet d'après marchera. Donc, il faut toujours rester humble et se dire, attention, rester vigilant. Tu sais, c'est comme quand tu te balades, quand tu fais des sports de combat. J'ai fait pas mal de boxe thaï, à un moment j'avais fait un peu de krav, j'ai fait du karaté, j'ai fait du judo. Tu sais, il faut toujours rester vigilant. Voilà, c'est pareil, les gens qui s'approchent trop près de toi, tu donnes une distance. Voilà, la distance de rester dans un cadre et dans un périmètre. Voilà, tu gardes ton périmètre, c'est pareil.
Voilà, moi, en général, je ne suis pas quelqu'un qui ait peur, je n'ai pas peur de grand-chose, mais je reste vigilant. Et c'est pareil lorsque tu as une entreprise. En général, tu es entrepreneur, il faut tout le temps rester vigilant, la concurrence est à ta porte. Et pendant que toi, parfois, tu es au soleil, eh bien, il y en a d'autres qui triment, qui se disent, lui, je veux l'abattre. Voilà. Donc, il faut rester vigilant et se dire, ma boîte, elle est là, mais elle peut tomber du jour au lendemain. Donc, rester humble, rester motivé, garder son équipe autour de soi, rester soudé avec son équipe. La force du collectif, c'est ce qui fait la différence. Ça, je le dis toujours. Et vraiment, être capable de se remettre en question et dire, OK, comment je peux faire mieux ? Je parle souvent d'un livre qui s'appelle Good to Great, de la performance à l'excellence. C'est moi, je me satisfais jamais du moyen. En fait, pour moi, le moyen, c'est la médiocrité. Donc, je m'en satisfais jamais. D'ailleurs, je ne suis jamais satisfait de ce que je fais. Je veux toujours mieux. Mieux pour mes équipes, mieux pour mon entreprise, mieux pour moi, mieux pour mes enfants. En fait, je suis jamais content parce que je me dis, je peux encore toujours faire mieux. Et en fait, c'est vrai. Et parce que si moi, je le fais pas, il y en a d'autres qui vont faire mieux. On le voit à l'époque avec Internet, ça a destroyé des tas d'entreprises, des tas d'industries. Pareil avec le mobile, avec l'agile, avec la data, avec l'IA maintenant. Il y a des tas de métiers qui vont mourir. Et ça, il faut toujours rester vigilant. Et ça va être pareil après l'IA. Oui. Parce qu'il y aura aussi un après l'IA. L'IA, comme l'Internet, ça va devenir aussi une commodité à un moment. Aujourd'hui, tout le monde parle d'IA. Dans 1 an et demi, 2 ans, plus personne ne parlera d'IA. Parce que ce sera une commodité. Et donc, il faut rester aux aguets. Et l'IA va tellement vite que demain, tu montes une société, mais 3 jours après, elle peut être morte parce qu'il y en a un qui a fait un meilleur produit ou qui a créé encore mieux une meilleure expérience. Donc, il ne faut pas être grisé par le succès. On va faire le pont là avec l'IA parce que c'était les sujets dont je voulais parler principalement sur ce podcast. Et j'ai une série de questions par rapport à l'IA. Vas-y, je suis chaud. Je sais que tu n'attends que ça parce que c'est ton truc. Est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu du livre que tu as écrit, de quoi ça parle et pourquoi tu l'as fait, pourquoi tu l'as écrit? Alors, ce livre-là, je ne l'ai pas créé tout seul, je ne l'ai pas écrit tout seul, parce que moi, tu sais que j'aime bien le collectif, là aussi, même dans l'écriture. Je l'ai écrit avec Jürgen Appelo, qui est pour le coup, lui, une star mondiale dans le leadership. Il avait déjà écrit de nombreux bouquins, soit dans la science-fiction ces dernières années, soit sinon, il avait créé un bouquin il y a quasiment 15 ans qui s'appelait « Comment changer le monde ». Puis un autre sur le management 3.0 qui est devenu une pratique mondiale du management nouvelle génération. Comment on peut manager en empowerant ses équipes, comment on peut manager en faisant confiance à ses équipes et comment on peut avoir plus de ses équipes en étant ce qu'on appelle un servant leader, c'est-à-dire en étant leader au service de son équipe. Et là, il est revenu avec un livre, en fait, il y a à peu près 6 mois. Je suis allé le voir en lui disant le Management 3.0, qui était la société qu'il a créée, la marque qu'il a créée, présente dans 44 pays, que j'ai racheté en 2020, une semaine avant le lockdown, au moment du Covid, c'est comme ça, et qui s'est développé. Et là, il y a 6 mois, je lui ai dit, je veux lancer une nouvelle marque après le Management 3.0 qui s'appelle Management 3000, M3K, et vraiment qui donne le futur du management à l'ère de l'IA. Parce qu'aujourd'hui, là aussi, le management tel qu'on le connaissait, Jürgen l'a balayé en 2010, 2012, 2013 avec son livre, avec toutes les formations qu'il a données. On a formé plusieurs millions de personnes dans le monde, entre lui, sur sa période, et puis ensuite nous, comme je te dis, dans 44 pays, où on a des gens qui sont des formateurs certifiés justement au management 3.0. Et donc, je vais aller le voir en disant, il faut qu'on sorte quelque chose de nouveau. Et en fait, il faut qu'on utilise ta connaissance du management, nouvelle génération, avec mon expertise en innovation, et notamment en IA, et qu'on soit capable, ensemble, de créer le futur du leadership à l'ère de l'IA. Okay. Et donc, on a bossé pendant à peu près 6 mois tous les deux. Quand je dis tous les deux, c'est pas tout à fait vrai. On a bossé avec une équipe, et notre équipe, c'est ChatGPT, le chat, Claude, et toutes les IA qu'on a trouvées. Magnifique. Et lui, il est très fort là-dedans. Et du coup, on a managé une équipe d'IA à 2.
Et donc, on a bossé avec son équipe d'IA, mon équipe d'IA. C'est dingue aussi. de dire ça. Hein. Ouais. C'est dingue de dire que tu peux avoir tes équipes, ça peut être tes agents IA. Ah ben, clairement, le livre, on l'a bossé à peu près à 10. Incroyable. Moi, j'avais mes 3-4 IA, lui avait ses 3-4 IA, et on a bossé ensemble. Incroyable. Et en fait, certains m'ont dit « Ah, le livre, c'est pas toi qui l'as écrit, c'est l'IA. » Ben non. Déjà, je l'ai pas écrit seul, je l'ai écrit avec Jürgen. On a été aidés de l'IA. Mais c'est normal, en fait. L'IA, maintenant, met un certain niveau. Donc, en fait, si tu le fais pas, tu es défavorisé par rapport aux autres. Exactement. Donc, en fait, l'IA nous augmente. C'est une nouvelle révolution. Donc, en fait, on n'a pas le choix de l'apprendre. Et en plus, on va pas bouder une révolution. Ce serait débile. Yes. À ce moment-là, on n'a qu'à retourner au Minitel ou au fax, ou on n'a qu'à retourner à l'âge de pierre. Au contraire, c'est génial de pouvoir le faire. Mais du coup, on s'en est servi. On leur a même donné un nom. Moi, il y a une IA, j'ai demandé comment elle voulait que je l'appelle. Elle m'a dit Z, et du coup, boum, je travaillais avec elle. Tac, à chacun. Et vraiment, on a bossé ensemble. Lui a apporté un petit peu plus que moi parce qu'il a encore plus de connaissances que moi sur le management. Moi, j'ai plus de connaissances sur l'entrepreneuriat. Et ensemble, on a vraiment travaillé sur le futur en faisant tout un enchaînement de scénarios possibles sur ce que pouvait être le futur de l'IA et surtout le manager, parce que moi je pense que l'IA va supprimer, comme je dis tout le temps, l'IA ne va pas supprimer des emplois, mais va supprimer les emplois de ceux qui n'utilisent pas l'IA ou qui ne savent pas bien utiliser l'IA. Et encore davantage pour les managers, parce que l'IA va être un nouveau manager des temps modernes. Et l'IA pourra manager beaucoup de gens. Voilà. Et nous, dedans, justement, on parle de différents cas possibles. C'est la réalité, j'allais dire, c'est de la science-fiction. Non, c'est pas de la science-fiction. C'est vraiment quelque chose qui va arriver d'ici très peu de temps parce que le futur est déjà là. L'IA est déjà là. On l'utilise. Moi, l'IA me fait gagner entre 4 et 6 heures par jour. Vraiment. Entre 4 et 6 heures. Si j'ai pu me mettre sur les podcasts, et si là, aujourd'hui, je peux être avec toi pendant 1 heure ou 2 heures à faire un podcast, c'est parce qu'à côté, j'ai sous-traité à l'IA tout un tas de tâches quotidiennes qui ont fait que sinon, je ne pourrais pas faire des podcasts. Je ne pourrais pas m'occuper de mon personal brand. Ce serait impossible. Mais j'arrive à le faire grâce à l'IA. Parce que les 4 heures que je passe en moyenne, les 4 à 5 heures par jour à poster, à m'occuper des réseaux, à la communication, parce qu'aussi j'ai ma newsletter maintenant, mais j'ai aussi ma newsletter avec mes clients, ma newsletter avec mes équipes. Donc je passe beaucoup de temps au marketing et à la communication. Et ce temps-là, c'est du temps que je peux faire grâce à l'IA. Parce que sinon, je n'aurais pas pu. Et d'ailleurs, les personnes qui disent, pour moi, je les vois, toutes ces personnes-là qui disent oui, mais tu as fait ça avec l'IA, oui, mais tu as fait ça avec l'IA, par exemple, écrire un livre avec l'IA, etc. Bah, c'est comme si, en fait, ces personnes-là, tu leur dis, c'est comme si, à l'époque où Internet ou Amazon a été développé, tu lui dis, pourquoi tu commandes avec Amazon ton colis et il vient à la maison? Va le chercher toi-même. Enfin, tu vas pas te priver d'un truc. C'est la même chose. Tu gagnes du temps à commander sur Internet et que ton colis vienne en 48 heures, au lieu que ce soit toi qui vas te déplacer aux États-Unis, aller acheter ton truc et revenir avec. Tu vois, pour moi, tu peux pas nier le fait que ça aide et que il y a un très gros pont entre c'est-à-dire que là aujourd'hui, utilise pas Internet. Et va chercher ton colis toi-même. Tu vois, ça n'a aucun sens. Les gens qui disent oui, mais tu as fait ça grâce à l'IA. Oui, mais. Mais non, mais c'est clair. Et encore moi, des gens m'ont dit que quand je leur ai dit, j'ai 2 ou 3 potes qui m'ont dit rigolant, c'est l'IA qui te l'a fait. J'ai dit, mais si l'IA me l'avait fait, mon livre n'aurait aucun intérêt. Justement, c'est comme ma newsletter que je fais chaque semaine. Je vais te prendre un exemple. Comment je la fais? Pendant 2 heures, j'écris. J'écris tout, et limite, je ne mets même pas des virgules. J'écris comme un chien, j'écris. Ce qui te passe par la tête. Vraiment tout ce qui me passe par la tête. Après, je demande à ChatGPT ou à Le Chat, et c'est vrai que pour le coup, j'utilise de plus en plus, tu sais, c'est l'IA de Mistral que j'utilise de plus en plus, clairement, et qui va beaucoup plus vite d'ailleurs que ChatGPT. Donc j'invite le maximum de personnes aussi à l'utiliser. Et pour le coup, je demande de le structurer. Pourquoi? Parce que moi, en l'occurrence, j'utilise aussi l'IA pour améliorer des qualités que je n'ai pas, ou en tout cas pour améliorer certains de mes défauts. Par exemple, mon défaut numéro 1, c'est que je ne suis pas assez synthétique.
Et si j'avais pas l'IA, une newsletter me prendra à peu près 8-10 heures. Là, j'écris pendant 2 heures. Je demande à l'IA de me le structurer. Je le retravaille encore une fois pendant 15 minutes. Là, je demande à l'IA de me le faire selon le tone of voice des 5 personnes qui m'inspirent le plus. Là, je le retravaille encore, donc je fais un mix de ces personnes-là, où je vois celui qui me plaît le plus. Je refais 15 minutes où je le retravaille à ma façon. Je l'envoie à 3 personnes qui peuvent être intéressées par le sujet ou des personnes qui me conseillent. Par exemple, je l'envoie à mon fils, voilà, qui régulièrement me donne son avis. Je l'envoie aussi en général à 2 autres personnes, des personnes de mon équipe, très proches, qui me donnent leur avis. Je prends leur avis, je refais une demi-heure, je me refais 2-3 échanges avec le chat, et après, boum, j'ai ma newsletter. Donc c'est quand même plus ou moins 3 heures, 3 heures et demie de travail pour une newsletter. Mais c'est ma newsletter, elle est propre à moi, et personne ne pourra me dire que c'est l'IA qui l'a faite. Ouais. Par contre, je me sers de l'IA pour l'améliorer, et tout le monde le fait. Mais par contre, elle est authentique, c'est moi. C'est pas la newsletter de quelqu'un d'autre, elle sera différente. D'ailleurs, tu peux regarder les 10 newsletters que j'ai passées sur LinkedIn, Giants Code, les 10, elles n'existent nulle part, et il n'y a aucune personne sur la planète qui peut avoir la même newsletter que moi. Je ne parle pas d'un outil qui existe, où là, il y en a plein aujourd'hui qui ont des newsletters, où ils vont parler de tous les outils du marché. Moi, je parle d'expérience, et en l'occurrence, ce sont les coulisses des sociétés que j'ai créées. Je parle culture d'entreprise, je parle IA, mais je parle de cas très concrets. Et ces cas concrets, ils sont uniques au monde parce que ce sont les miens. Oui. Ça sort de moi, ça sort de mon expérience. Donc mon expérience est unique, comme l'expérience de chacun qui nous écoute est unique. Et donc vraiment, un point important, très important, utiliser l'IA pour s'améliorer, pour s'augmenter, mais par contre, attention, ne pas déléguer son cerveau à l'IA. Ne jamais déléguer son cerveau à l'IA, sinon tu deviens légume. Ouais, grosse erreur, ça. Tu deviens légume, et ça, c'est clair, c'est net. Et c'est ce que malheureusement, beaucoup de gens vont le faire, beaucoup de jeunes ou beaucoup de personnes dans le monde vont dire à l'IA, vas-y, tu me fais ça, hop, le résultat, je le mets. Donc déjà dans le prompt, il n'y a aucune intelligence dans le prompt qui a été réalisé. Et derrière, il n'y a aucun sens critique. Exact. Donc au final, c'est la même chose qu'aujourd'hui, les gens qui travaillent, qui ne mettent pas d'intelligence dans leur travail. Au contraire, au plus tu vas mettre ta propre intelligence dans l'IA, au plus tu vas avoir un résultat qui va te ressembler et qui va être singulier et qui ne sera pas le même résultat que tout le monde. Ouais. En fait, le truc, c'est que si tu fais réfléchir l'IA à ta place, tu vois là, tu dis une newsletter, en général, pour la faire, ça te prenait 10 heures. Toi, tu l'as réduit à 3 heures. Mais tu travailles avec l'IA, en collaboration avec l'IA, tu donnes tes sentiments, tu donnes ta touche à toi, tu vois. Bah, une personne qui veut travailler 100% avec l'IA, elle peut faire des newsletters en 10 secondes. En 10 secondes, oui. Mais par contre, elle n'a plus d'esprit critique, elle ne réfléchit plus, c'est un légume, tu vois. Ces gens-là, ils vont être hors classement, parce que c'est des gens, en fait, c'est l'IA qui parle à leur place. Donc, si l'IA, en fait, il faut que tu te mettes au niveau. Donc, toi, tu utilises l'IA avec ta force à toi. Tu vois ce que je veux dire? Que les personnes, ils pensent que c'est l'IA qui va faire le travail. Mais non. L'IA, si 50 millions de personnes demandent à l'IA la même chose, l'IA, elle va répondre quasiment la même chose, sensiblement la même chose. Mais si dans ces 50 millions de personnes, tu as 10 personnes qui vont travailler avec l'IA et qui vont tu vas lui donner ton esprit, etc., bah là, tu montes dans le classement et tu mets une tempête à tout le monde, en fait. Le livre nous a pris avec Jürgen plus de 1200 heures de travail. Tu vois, c'est du travail. Mais c'est un livre de quasiment 500 pages. Il y a des illustrations, on a réfléchi ensemble, on a bossé. Voilà. Human Robot Agent, c'est pas un livre fait par une IA, c'est un livre fait par mes 30 ans d'expérience en entrepreneuriat, en innovation et en technologie, et les 35 ans d'expérience de Jürgen en management, en rédaction de livres, plus l'aide de l'IA. Donc, on l'a travaillé.
Les IA nous ont vraiment aidés, nous ont apporté une valeur extraordinaire que nous n'aurions pas eu il y a 5 ans ou il y a 10 ans. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé le livre, pour montrer à quel point l'IA peut aider dans le leadership, peut aider dans l'expérience client, peut aider à tous les niveaux. Mais par contre, il faudra vraiment ne pas lui déléguer l'intelligence et ne pas lui déléguer l'authenticité. Ou sinon, tu perds ta personnalité. Ce qui fait la différence aujourd'hui à tous les niveaux, que ce soit au niveau du service client, que ce soit au niveau de l'entrepreneur, que ce soit au niveau du salarié, c'est quoi aujourd'hui? C'est vrai que malheureusement, tu vois, je vois malheureusement de plus en plus de gens qui se ressemblent et qui veulent se ressembler. Des gens qui font de la chirurgie esthétique pour se ressembler. Des gens qui vont vouloir s'acheter les mêmes vêtements pour se ressembler. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire la différence entre deux personnes? Ça va être celui qui est différent, celui qui assume sa personnalité. Si je regarde mes traits de caractère, j'ai plein de défauts, si je regarde mon physique, j'ai 1000 défauts. Mais je ne vais pas les gommer, c'est moi. Mais si tu prends toutes les rides que j'ai, c'est parce que j'ai ri, parce que j'ai eu des soucis. Et chacun, je ne vais pas le gommer, parce que sinon ça va me gommer une partie de ma personnalité. Clairement. Et c'est pareil, c'est ce que j'ai envie de dire, que ce soit un entretien d'embauche, pour ceux qui viennent en entretien, soyez vous-même, mettez en avant vos qualités. C'est pareil avec l'IA. Utilisez vos qualités, utilisez vos différences pour les faire ressortir de vos posts, pour les faire ressortir de vos podcasts, pour les faire ressortir de tous les échanges de vos newsletters. L'IA, c'est génial, utilisez-le. Je vais prendre une phrase, j'aime bien la house et la techno, mais j'adore le rap, surtout le rap de ma génération, IAM, NTM, et je vais reprendre cette phrase d'IAM qui disait « La technologie doit nous servir et pas nous asservir ». L'IA, c'est pareil. L'IA doit nous servir et pas nous asservir. Complètement. Et ça, c'est une différence fondamentale avec ceux qui, à un moment, vont être dépendants de l'IA, vont être dépendants de leur téléphone. Tu vois, tous ces gens qui sont là, qui vont être dépendants à Insta. Je ne vais pas les citer, mais il y a d'immenses influenceurs mondiaux intelligents, très intelligents, que tu vois faire 50 stories par jour et qui derrière, ils vont te dire « Mais moi, ça fait 6 mois que j'ai plus Insta. Parce que j'avais pas le temps de travailler. » Je vais pas les citer, mais s'ils écoutent, ils se reconnaîtront. Et ce sont des gens, moi personnellement, qui m'inspirent énormément, ces gens-là. Et quand j'ai compris qu'ils m'ont dit « Mais c'est pas moi, c'est mes équipes qui le gèrent. » Moi, j'ai pas le temps, parce que moi, je perdais 3 heures par jour à scroller. Donc, j'ai pas le temps. Et en fait, quand tu vois parfois les gens qui vont être dépendants à une app, dépendants au téléphone, et honnêtement, ça arrive à tout le monde. Moi, le premier, on me dit tous les jours, la personne qui partage ma vie, elle me dit tous les jours, attends, mais t'es scotché à ton téléphone. Et donc, c'est vrai. Et quand elle me dit ça, ou quand mes enfants me le disent, je dis, OK, je prends. Allez, je vais essayer de le lâcher pendant 2 heures, 3 heures, je peux vivre sans téléphone. Voilà. Et tu sais, il y a plein de trucs qui se sont faits, c'est rigolo, les digital detox, ces trucs comme ça et tout. C'est marrant, mais au final, il n'y a pas besoin de mettre un truc dessus. Normalement, c'est bien de vivre. C'est bien le lien social. Je vais venir sur un sujet, je vais encore me faire des ennemis, mais le remote versus le travail au bureau. Mais il faut arrêter. L'être humain n'est pas fait pour travailler en remote. Basta. Ah ouais. Et c'est bien le lien social, non? C'est bien, ouais. T'aimes pas être au travail avec des gens? Là, on est en podcast, on parle. Ouais. Tu te verrais faire le podcast en visio? Ouais. On peut le faire exceptionnellement. Oui. Mais sérieux, c'est pas un kiff. Bah, tu vois, là, t'as complètement raison sur ce point-là. Les 5 dernières minutes, là où on a échangé, impossible que je ressente certaines choses si on est à travers un écran. Ah, moi, là, je kiffe là, faire le podcast avec toi. Si t'es derrière l'écran, et puis ça se termine. Tu sais quoi? Ça se termine. On va parler quelques minutes tous les deux. Ça va être cool. On va échanger. Si on a du temps, on va aller prendre un café. On va parler du podcast. On va voir comment on peut l'améliorer. Sinon, tu prends l'ordi, tu le fermes. Voilà. L'être humain n'est pas fait pour travailler en remote. Il peut travailler en partie en remote. Oui. C'est une facilité. Évidemment, c'est bien parfois de pouvoir se lever,
commencer tôt. Et après, moi, le premier, parfois, ça m'arrive de rester chez moi pour bosser sur des sujets de fond. Je pose tout, je me mets sur mon ordi, je bosse pendant 2 heures, 3 heures. Au boulot, j'ai toujours les gens qui viennent me voir. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Parfois, de se dire, je suis concentré pendant 3 heures et il n'y a personne qui vient me voir. À la maison, tu peux. Mais pour moi, ça doit rester de l'ordre du minoritaire. L'être humain a besoin du lien social. C'était un kiff, le Covid. Sérieux, tu restes à la maison tout le temps. Je vais te prendre un exemple très concret, ce que j'ai vécu. Covid, mars 2020. 2 mois plus tard, on fête les 7 ans de Womanity. Moi, avec Womanity, l'année 2019, j'ai réalisé 356 events sur une entreprise. L'event, ça pouvait aller d'une soirée pizza à un événement où on est 600 au Portugal. Mais on en a fait plus de 300 sur l'année. C'est quasi un event par jour. C'est quasi un event par jour, mais parce qu'on a des bureaux dans une dizaine de pays à ce moment-là. Ouais. Donc chacun faisait ses events et beaucoup d'events. D'accord. Ouais. Et moi, je voyageais tout le temps, je voyageais quasiment 5 jours par semaine. Incroyable. Voilà, tous les jours, je suis dans une ville différente ou un pays différent. Depuis qu'il y a eu le Covid, je voyage moins. Maintenant, je dois faire 2 pays par semaine. Mais passer de 5 à 2, c'est déjà une amélioration énorme. Mais je continue de voyager parce que je veux voir les équipes. J'ai besoin du contact avec les équipes. Ça fait toute la différence. Donc, je reviens. On est en avril 2020. Oui. 1 mois et demi, fin avril 2020, 1 mois et demi après le lockdown, donc le confinement. Et donc, on est toujours en confinement. Et là, du coup, on fait notre soirée dès 7 ans, mais on l'a fait en remote. Donc, au début, c'est cool. On est là, tout le monde est content, on met de la musique. Pour le coup, moi tu sais que je mixe depuis plus de 30 ans. Et donc là, je me retrouve, on est 3 à mixer pendant la soirée. En remote, j'ai tous les appareils, le contrôleur, le ci, le là, donc tout marche bien. J'ai passé les 48 heures précédentes à acheter tous les appareils qu'il fallait pour vraiment... j'ai fait des tests pour que la musique soit bonne, le son soit bon. Et là, je commence un peu à mixer un petit quart d'heure, puis après, il y en a 2 autres de la boîte qui mixent aussi. Et chacun chez soi, quoi. Chacun chez soi, et puis tout le monde était en visio, avec leur famille, on les voyait danser et tout, un peu à la maison, c'était cool, quoi. Voilà. Et moi, c'était mieux que rien. Oui. Cool, c'était relatif, c'était mieux que rien. Et bon, et tout le monde s'ambiançait, moi j'avais un verre à la main, etc. C'était cool. Et puis là, ça se termine, il doit être 23h. On avait commencé à 20h. Et là, j'éteins l'ordi. Et là, tu es tout seul chez toi. Le néant. Le néant. Tout seul chez toi. Avec ton verre. Plus rien. C'est-à-dire que la musique s'arrête. Et tu es seul. Là, qu'est-ce que je fais tout de suite? J'appelle un autre copain qui a mixé juste avant, qui fait partie de la boîte, quoi. Et je dis, putain, mais toi aussi, tu es tout seul comme un con chez toi. Et il me dit, ouais, c'est la loose. Et alors que bon, tu es en soirée, tu t'amuses les uns avec les autres, tu t'en vas, tu parles à l'un, à l'autre. C'est une vraie soirée, c'est un vrai lien. Les liens sociaux, tu peux pas les remplacer. Et vraiment, pour moi, l'être humain a besoin de social. Et ça change tout. Dans une réunion où tout le monde est en visio, ça se termine. Mais lorsque tu n'es pas en visio, ça se termine, tu vas prendre un café avec un collègue, tu vas parler entre deux, tu vas discuter d'un truc, puis attends, j'ai oublié. Là, si tu as oublié un truc, tu peux pas redemander aux 8 personnes de se connecter, c'est trop tard. Ils ont tous jumpé sur une autre réunion. Bien sûr. Si par contre, tu es là, tu dis, attendez, j'ai oublié quelque chose, je reviens, ou tu parles à la personne concernée, c'est pas pareil. Et vraiment, il y a là aussi, tout comme tout à l'heure, je te disais que de plus en plus d'êtres humains veulent se ressembler. Eh bien, et c'est une erreur, parce que justement, c'est la différence qui crée la différence, qui crée de la valeur. De la même manière, tout le monde veut faire un maximum de remote. Mais c'est une erreur. C'est une erreur en entretien. Moi, je vois les personnes, les premières questions, vous avez des questions à la fin de l'entretien? Oui, c'est combien de jours en remote? J'ai envie de dire, mais arrêtez les gars, c'est de la merde, ça sert à rien. Ici, on n'est pas là pour vous contrôler. Si vous voulez faire du remote, faites du remote, mais venez au bureau. Ouais. Venez au maximum au bureau, passez du temps avec vos collègues, amusez-vous, riez. C'est ça aussi la vie. Voilà, moi je préfère des gens qui rient au bureau et qui ne sont pas productifs pendant un quart d'heure ou pendant une demi-heure, mais au final, ce sera mieux qu'envoyer un email à ton collègue
Comment tu résous des conflits? Par email? Ah, impossible. Par téléphone? Impossible. Sérieux, c'est galère. Oui. Au contraire, c'est créateur de conflits. Oui. Si par contre, tu es sur place et qu'il y a un collègue qui a un problème avec un autre, si il se lève, il prend sa tasse ou son café, il dit à un collègue, allez viens, on va prendre un café, je t'offre un café, on va en face, on va là. Tu résous les problèmes. En un café, l'histoire, elle est réglée. Ou sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il va l'envoyer à son collègue. Les deux vont se prendre la tête. Après, ça va remonter au directeur. Ils vont tous les deux les mettre en copie et tout. Ça va devenir politique. C'est un enfer. Alors qu'au final, juste les deux, ils devaient se parler. Donc vraiment, là aussi, c'est pas que je suis un anti-remote, mais c'est juste que l'être humain, il est fait pour travailler ensemble, en physique, pour vivre en équipe. Voilà. Le collectif, c'est plus fort que tout. Et le collectif, je suis désolé, il n'est pas derrière ta caméra. Il n'est pas chez toi tout seul. Le collectif, il est avec tes collègues. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus aussi de personnes, et ça c'est horrible, qui font le maximum pour être en remote et très souvent qui vont se retrouver en burn-out parce qu'ils sont seuls. À un moment, stop. Une petite dose de remote pour faire des tâches à valeur ajoutée, pour la concentration, si tu es sur un open space, oui, c'est vrai que c'est bien parfois de rester à la maison. On peut avoir aussi parfois des choses à faire. Mais après, normalement, le remote, c'est pas fait non plus pour aller à la boulangerie, pour aller à la poste, pour aller faire ses achats non plus. Hein. Oui. Normalement, le remote, c'est fait pour travailler à la maison, de 9h à midi, de 14h à 17h, ou à 18h, ou à 20h, ou plus. Donc normalement, là aussi, si tu fais du bon travail, tu gagnes ta liberté. Moi, je sais que mes équipes, ils n'ont pas besoin d'être en remote pour aller chercher un colis. Je ne vais pas regarder s'ils se sont absentés pendant une demi-heure ou pendant une heure. J'en ai rien à foutre. Ce qui va m'intéresser, c'est que derrière, ils travaillent bien en équipe et que derrière, ils réussissent leurs objectifs. Honnêtement, s'ils réussissent leurs objectifs et qu'à côté, ils vont à la poste, ils vont en journée et tout ça, rien à foutre, je ne vais pas être là. Je veux juste pas qu'ils soient obligés d'être en remote pour cacher des choses. Ça ne sert à rien, en fait. Donc, toute cette hypocrisie, moi, ça me gave. Mais c'est le Covid qui a complètement changé cette physionomie du remote et du travail en physique. Avant le Covid, il n'y a personne qui... Moi, j'entendais parler personne de je vais aller travailler de chez moi. C'était après Covid, ça s'est accéléré, tu vois. Samedi dernier, je suis allé courir. Ouais. À Bruxelles, là où j'habite, dans le bois de la Cambre. Et là, j'entendais deux jeunes qui couraient à côté de moi, qui devaient avoir 25 ans, même pas. Et il y en a un qui disait à l'autre, tu sais pourquoi on dit télétravail? L'autre disait pourquoi? Et il disait, en fait, tu vois la télé, en fait. Au travail. Voilà, au travail. Et l'autre rigolait, il disait, mais attends, tu crois quoi? Moi, c'est pour ça que j'ai négocié 3 jours de télétravail. Je peux te dire, toutes les séries Netflix, je les ai. Sur YouTube, franchement, je kiffe. Il disait, mais c'est un kiff, en fait. Il disait, au final, je bosse 2 jours par semaine. Il disait, bon, après, l'autre, il disait, mais attends, mais ton patron, il ne te voit pas et tout. Il disait, non, mais je m'arrange, je réponds à quelques emails, je réponds à quelques WhatsApp, voilà, j'arrive à faire ça. Hein. Mais bon, au final, il disait, c'est trop cool, je regarde la télé pendant que je travaille. 25 ans, c'est mort. Ouais. C'est perdu, en fait. Le mec, il a perdu sa vie. Ouais. Voilà. Et après, c'est la même personne qui va se retrouver à dire « Ah, je comprends pas pourquoi, mais on m'a licencié. Ah, je suis allé demander une rupture conventionnelle pour passer 2 ans à rien foutre. Ouais. » Voilà. Je comprends pas pourquoi mon taf, c'est une IA maintenant qui le gère. Exactement. Voilà, c'est ça. Et au final, le gars, il s'est pas formé. Ouais. Le gars, il s'améliore pas. Ouais. Il connaît pas de difficultés. Ouais. Juste, il faut rien de ses journées. Ouais. Et derrière, juste, il est allé négocier. Donc, heureusement, c'est pas le cas de tous. Ouais. Moi, je connais, que ce soit dans mes équipes ou ailleurs, évidemment, il y a des milliers de personnes qui bossent beaucoup et parfois qui bossent plus en remote que ce qu'ils bossent en physique. Bien sûr. Il y a des profils comme ça. Il y en a qui sont tellement professionnels qui bossent plus. Mais j'ai envie de leur dire, allez au bureau alors. Allez au bureau, c'est mieux. Parce que du coup, vous aurez au moins du lien social. Ouais, et pour reprendre ton point aussi, sur l'IA, mais c'est sûr que l'IA va remplacer tous les jobs de ceux qui foutent rien, tous les jobs de ceux qui se cachent et tous les jobs de ceux qui font des tâches répétitives et qui ne mettent pas d'intelligence dans leur travail. Par contre, tous ceux qui se forment,
tous ceux qui embrassent ces nouvelles technologies, tous ceux qui s'intéressent à l'IA, tous ceux qui l'utilisent intelligemment, pas ceux qui vont le faire bêtement, mais tous ceux qui l'utilisent intelligemment, tous ceux qui se forment en permanence. Et tout cela, l'avenir, il est à eux. Et jamais ils vont se faire... Peut-être qu'une fois dans leur vie, il y a une IA ou un robot qui va prendre leur place. Mais c'est pas grave. Ils vont jumper sur une autre opportunité, ils vont se remettre en question et derrière, ils vont aller créer tout un univers d'opportunités. Ces gens-là. Et tu vois, il y en a de plus en plus. Tu vois, j'ai été surpris il y a un an et demi par... tu sais, il y a tout le monde qui dit « Ouais, les nouvelles générations, ils bossent pas, les millennials, c'est tout ça. » Tu sais, les gens un peu aigris ou même, tu sais, les managers ou même les gens de ma génération. « Ouais, maintenant, c'est pas comme avant. » Bullshit. Mais je peux te dire, et je pense que tu en vois, des gars qui ont 17 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, qui ont les crocs et qui ont vraiment la dalle et qui réussissent super bien et qui bossent. Donc ça, pour moi, c'est faux. Si tu es nul à 40 ans, très probablement, c'est que tu étais déjà nul à 30 ans, à 20 ans et à 18 ans. Je crois que c'était Georges Brassens qui disait « Quand on est con, on est con. Un con à 20 ans, il est con à 60 ans. » Et c'est vrai. Et si tu es un bon à rien à 20 ans, tu es un bon à rien à 60 ans. Et souvent, c'est même des bons à rien vieux qui disent « Ah oui, mais nous, de notre génération, les jeunes bossaient. » Mais les jeunes, ils bossent encore. C'est du mytho. Oui, la génération Z, la génération millennials, ils bossent pas. Non, ils bossent différemment. Mais ils bossent. Et il y a autant, voire peut-être même plus, de jeunes qui bossent aujourd'hui comme des chiens qu'avant. Il n'y a pas de... Et d'ailleurs, ceux qui bossaient comme des chiens à 20 ans avant, ils bossent encore comme des chiens aujourd'hui. Donc, et avec avec l'IA. Et avec l'IA, c'est ça, et avec une force plus importante. Donc moi, je suis contre ceux qui disent « Ouais, la nouvelle génération, ils foutent rien. » Pas du tout. Ah non, la nouvelle génération, ils bossent et ils créent des choses. Juste, ils créent des choses différemment. Donc il faut être capable de s'adapter, peu importe l'âge que tu as. 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, il faut s'adapter. En fait, il n'y a pas d'âge pour s'adapter, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Mais tu l'as dit tout à l'heure, il faut quand même faire attention. Il y a deux types de profils qui s'adaptent à l'IA. Moi, je le vois dans mes équipes. Je vais avoir une personne qui va utiliser l'IA et je vais voir qu'elle a utilisé l'IA, mais de la bonne façon, en y mettant du sien. Et la personne qui va utiliser l'IA à m'envoyer un copier-coller. Ça, je peux pas. Ça, j'arrive pas. J'ai déjà vu des tiens, je t'ai fait ton truc. Hop, on m'envoie et je vois encore le truc de ChatGPT en 1 avec les 2-3 lignes. Oui, c'est ça. Oui, tu vois, tu sais, le tiret. Ouais, le tiret. Tu sais que le tiret, c'est ChatGPT. Enlève-le, tu sais qu'il le fait. Ou, tu sais, ou sur le chat, c'est pareil avec les étoiles. Ouais, non, mais, exactement. Non, mais à un moment, voire même, il y en a, moi qui me l'ont fait récemment, je leur ai dit, tu te fous de ma gueule. Ils m'ont laissé, tu sais, à la fin, souhaitez-vous améliorer le truc. Je leur ai répondu, je leur ai dit, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je peux le faire, ce travail-là. Ça va me prendre 2 secondes. Je perds plus de temps à te demander. Exactement. À te demander que la faire moi. Exactement. Il me dit, ah non, désolé, j'ai oublié. Je dis, non, mais il n'y a pas de je suis désolé. Au moins, tu fais semblant. Tu fais semblant, non, mais c'est pas possible. En mais fait. Ça se voit trop. En fait, nous, maintenant qu'on y est vraiment dedans, ça se voit quand quelqu'un il fait des efforts avec l'IA ou qu'il n'en fait pas. Tu vas le voir. Moi, j'ai des profils, je le vois quand le mec il travaille avec l'IA. Tout le monde travaille avec l'IA. Et moi, je leur dis de travailler avec l'IA parce que ça va nous faire gagner du temps. Mais il y en a, je vois qu'ils font l'effort. Et les autres qui font pas d'effort. Ceux qui font pas d'effort, tu les vois direct. On va parler éducation. Je vais te parler d'un prof à l'ère de l'IA. Déjà, d'après toi, si un prof donne un devoir à un étudiant et que tout le monde utilise l'IA, il fait comment le prof pour valider? Bah pour valider, tu veux qu'il valide comment? Eh bien, j'ai un copain le week-end dernier qui me disait que son meilleur ami est prof. Et du coup, tu ne devineras jamais comment il valide. Et je trouve ça génial. J'ai réfléchi de petites secondes. Vas-y, réfléchis. Comment il valide ça? Il copie-colle et il donne à l'IA pour savoir si ça a été fait par l'IA? Non. C'est hyper smart. Ah ouais? Et c'est simple comme bonjour. C'est du bon sens. Allez, on va pas perdre plus de temps. Il demande à ses élèves de leur donner le script. Le prompt qu'ils ont fait. Ah ouais. Et comme ça, il va voir le niveau de ses élèves. Ah, ok. J'ai trouvé ça ultra smart. C'est comme en maths, la démo est plus importante que ton résultat. C'est très smart. Si tu vas pomper le résultat et que tu as le résultat, mais si ta démo, elle est fausse, ça sert à rien. C'est juste que tu as pompé sur ton copain. Si par contre, la démo, elle est bonne et que le résultat est faux,
tu peux avoir la moitié des points ou les 2/3 des points. Eh ben là, lui, il va valider le prompt de ses étudiants pour voir la qualité du travail. Parce qu'il dit au final, l'IA va sortir le travail. Et je me dis, ça, c'est un prof qui a tout compris. Exactement. Et je me dis, son job à lui ne sera pas remplacé par une IA. Parce que moi, je pense que 80%, pareil, des jobs des profs basiques seront remplacés soit par des IA, soit tu sais qu'il y a des écoles d'ingénieurs sans prof. Par exemple, il y a l'EPITA, l'EPITEC, l'école 42. Ouais. Ce sont des écoles qui fonctionnent avec un système de mentoring, des anciens qui forment et qui travaillent ensemble avec des étudiants. Et c'est le collectif des étudiants qui va travailler sur des projets et du coup des écoles sans prof. Et il y en a. Est-ce que toi, tu laisserais justement une IA élever ton enfant? Ouais, mais moi d'abord, je vais élever l'IA. Je vais entraîner l'IA, ouais. Entraîner mes enfants. Ah, mais sans problème. Très bonne réponse. Je vais te poser quelques questions comme ça on finit sur une bonne note de questions d'IA. Ok. Est-ce que l'école aujourd'hui est déjà obsolète avec l'IA? Là, tu me parlais de... Telle qu'elle est aujourd'hui, oui. Ouais. Ah oui, je suis certain. Il y aura encore besoin d'écoles, c'est sûr, mais nouvelle génération, avec des IA, avec des robots et avec un maximum de travail collectif. L'école ne sera pas digitalisée. Donc moi, je ne crois pas à des... Oui, ça peut toujours marcher, des exceptions, mais l'école, il faut qu'elle existe, il faut que les gens soient présents, ensemble. Je reviens, la force du collectif, qui travaille ensemble et qui soit aidé par les IA. C'est certain. Et il y aura des profs, des assistants. Et à la limite, le rôle du prof, ce sera plus le rôle d'un coach demain, comme un entraîneur, qui va être là pour entraîner son équipe, pour les faire travailler ensemble. Et évidemment, avec des IA, avec des robots. Donc peut-être que demain, dans les classes, les équipes, donc les étudiants, travailleront sur des projets communs, assistés par des IA et par des coachs. Est-ce que c'est la fin des coachs et des experts avec l'IA? Ils devront vraiment se renouveler. Pourquoi? Parce que je pense que l'IA, et ça j'en parle dans le livre, aura besoin de généralistes qui connaissent beaucoup de choses et qui auront une expertise. Donc il y a besoin évidemment d'être encore meilleur sur beaucoup de sujets et avoir un point d'expertise fort pour que justement l'IA ne te remplace pas. Ce sera comme dans la santé, les médecins, ce sera pareil. Ok. Est-ce que tu penses qu'un politicien IA ferait mieux son job qu'un politicien actuel? Pour beaucoup, oui. Pourquoi? Parce que neutralité. De la même manière qu'un manager en entreprise. S'il y a neutralité, du coup, obligatoirement, il n'y a plus d'ego qui parle. Il n'y a plus de favoritisme. Et donc, évidemment, faut qu'elle soit bien entraînée aussi. Mais par contre, je pense comme un manager qui fera des entretiens annuels. Souvent, on peut dire « Ah, là, il y a eu du favoritisme parce que lui, il a telle couleur de peau, parce que lui, il a un prénom comme ça, parce que c'est un homme, parce que c'est une femme. » Là, demain, l'IA fait les entretiens annuels, il n'y a plus de questions, en fait. C'est juste par rapport aux performances. Et je pense que demain, de la même manière, un politique qui n'a pas d'ego et qui n'a pas besoin de réfléchir à un poste à venir dans un futur gouvernement ou autre, eh bien, il l'utilisera le mieux pour le pays. Après, tu me dis un président à la tête d'une IA présidente, la réponse est évidemment non. Évidemment, il faut que tout ça reste humain. Mais par contre, et de toute manière, moi, ce que je crois vraiment au couple. Un super humain assisté par un super IA et que les deux puissent se contrôler l'un et l'autre. Donc ce que fait Elon Musk, tu en es favorable avec Neuralink? Elon Musk, j'en reviens. Honnêtement, j'avoue, je le trouvais et je peux le trouver encore hyper inspirant. Mais honnêtement, ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé au gouvernement avec Trump, en fait, justement, on en parlait, la confiance en soi, l'ego. Je pense qu'en fait, il s'est fait manger par son ego. Et c'est malheureux parce qu'aujourd'hui, il pense que c'est le roi du monde. Et je pense que le monde va le rattraper et que derrière, ok, avec son argent, avec ses réussites, il se relèvera. Mais je pense qu'il a pris un risque énorme en faisant ce qu'il a fait. Et je pense qu'il a fait beaucoup de conneries, comme Trump aussi. Qui va le payer, tu penses? Ah ouais, il va le payer. Et pourtant, il reste très inspirant sur beaucoup de sujets.
Et il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Donc, je pense qu'il reste encore inspirant sur beaucoup de sujets. Mais par contre, à un moment, il faut aussi qu'il reste à sa place. C'était pas une mauvaise idée, l'histoire du Doge, d'améliorer la performance justement des gouvernements. Et je pense qu'en France, ce serait nécessaire aussi, mais bien fait. Pas fait comme il le fait, où il le fait à la tronçonneuse, quoi. Évidemment, il y a besoin de bon personnel dans l'éducation, il y a besoin dans les administrations. Après, oui, comme dans toutes les entreprises, les performances individuelles et collectives peuvent et doivent être améliorées. Mais à un moment, il ne faut pas tout jeter. Et je trouve que vraiment, c'est fait à l'arrache. Et c'est comme une entreprise. Si tu le fais à l'arrache, c'est pas bien. Là, j'entendais hier qu'il allait sans doute quitter le gouvernement parce qu'il avait une mission provisoire. Ça veut dire quoi? Tu es là 3 mois, tu as 100 jours. C'est bien les 100 jours pour booster un pays. Mais derrière, c'est sur la durée que tu vois. Moi, j'aime bien le système qui est au Maroc. J'aime bien, justement, un roi qui va pouvoir être là pendant 20 ans, pendant 30 ans. Et qui va pouvoir prendre des décisions à long terme parce qu'il sera encore là après. Bien sûr. Je ne dis pas que c'est que je suis forcément contre ce qui existe. Mais par contre, je dis que c'est bien d'avoir des gouvernements, quels qu'ils soient. Et c'est vrai que par rapport aux États-Unis, en tout cas en Europe, on a des gouvernements qui sont un peu plus rationnels. Oui. Et donc moi, je suis pour que les choses aillent vite. Mais par contre, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut prendre le temps d'aller vite. Bien sûr. À un moment, se dire « Allez, je vais faire une loi et puis une semaine après, je la laisse tomber ». Oui, il faut que le gouvernement soit beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus entrepreneurial. Oui, il faut des entrepreneurs au gouvernement. Oui, il faut des entrepreneurs au moins qui aident les politiques. Je suis pour que les choses aillent plus vite, pour déréglementer, pour les financements. Oui, il en faut. Mais il ne faut pas forcément leur donner toutes les clés. Parce qu'être homme politique, c'est aussi un métier. Et pas tout le monde peut être homme politique demain. Moi, je ne peux pas être homme politique demain. Moi, je suis un entrepreneur. Je peux aider, je suis libre, mais c'est peut-être aussi parce que je suis libre que je peux dire des choses que les hommes politiques ne peuvent pas dire. Et peut-être que demain, je pourrais aider, je pourrais favoriser, je pourrais donner des idées, je pourrais pousser des choses. Mais je ne suis pas un homme politique. Je pense que je ne serais pas bon là-dedans. C'est un métier, chacun son focus. Exactement. Ils font 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans d'études pour être là-dedans. Donc à un moment, et puis il y en a qui sont très bons, d'autres qui sont pas bons, comme dans toutes les entreprises. Ouais, clairement. C'est quoi pour toi les 3 métiers liés à l'IA qui ont de l'avenir? Alors, en fait, les métiers vont évoluer. Aujourd'hui, prompt engineer. C'est un vrai métier aujourd'hui qui va avoir de l'avenir à court terme. Tu peux nous expliquer le procédé? Prompt engineer, ça va être des ingénieurs qui vont travailler, qui vont apprendre, qui vont former. Ça va être un peu des formateurs, des coachs qui vont apprendre à faire des super prompts, qui vont bien connaître tous les algorithmes de l'IA et qui vont te permettre justement de faire des prompts tellement précis que derrière, justement, tu pourras te différencier. Donc vraiment, qui vont t'apprendre et eux-mêmes qui vont créer des prompts qui vont te permettre, par exemple, demain, un cahier des charges, ça pouvait prendre 6 mois à réaliser pour une équipe de 10 personnes. Eh bien, demain, peut-être qu'un prompt engineer avec un expert métier pourront travailler à 2 et faire peut-être en 2 semaines le travail que 10 personnes faisaient en 6 mois. Donc, un prompt engineer va aider justement à améliorer la réalisation des prompts, parce qu'on peut dire ouais, un prompt c'est facile. Non, c'est pas facile. Oui, c'est facile de faire un prompt pour lui poser une question facile, mais tout n'est pas facile. Il y a plein de choses qui sont pas évidentes. Et justement, parfois, tu dois passer beaucoup plus de temps à faire un prompt. Je te parlais de cahier des charges. Demain, tu dois faire une appli mobile. Avant, peut-être selon la difficulté, tu pouvais passer des mois à faire ton cahier des charges. Aujourd'hui, l'IA va te le faire. Mais pas si tu lui dis « Allez, vas-y, tu me fais un cahier des charges ». C'est un métier. De savoir lui parler. On revient. Ouais. Savoir lui parler est un métier. Comme un traducteur, entre guillemets. Tu vas traduire l'IA et le prompt engineer va te permettre de traduire ton besoin, donc le besoin de tes clients, auprès de l'IA. Mais là aussi,
C'est pas l'IA qui va aller récolter les besoins de tes clients, c'est toi qui vas aller les récolter. Et donc là aussi, c'est toi qui vas aller récolter les besoins de tes clients, qui après va revenir, le prompt engineer va prendre les besoins de ton client. S'il y a besoin d'un expert métier qui connaît bien le domaine, que ce soit la finance, que ce soit le retail ou autre, il va travailler avec lui. Et après, comme ça, tu vas avoir un super cahier des charges, voire une super appli. Mais là aussi, ça ne se fera pas en 24 heures. Il va falloir prendre le temps de mettre l'intelligence dessus. Donc le prompt engineer, pour moi, c'est un métier qui a de l'avenir. En tout cas, à court, moyen terme. À long terme, je ne sais pas, parce que là aussi, je pense que ça va aller de plus en plus vite. Et peut-être qu'à un moment, il sera obsolète. Mais en tout cas, pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, il y a de l'avenir là-dedans. 2, des ingénieurs spécialistes en agents et en automatisation. Ça, pour moi, ça va être un vrai métier aussi qui va avoir beaucoup d'avenir. Et un troisième métier d'avenir sur l'IA, c'est le rôle du leader IA. C'est-à-dire vraiment les nouveaux managers de demain qui vont être capables d'avoir des IA à gérer, d'avoir des humains à gérer, d'avoir des humains qui gèrent des IA, d'avoir des IA qui gèrent des humains, et de travailler avec des IA aussi collègues aussi, et potentiellement d'être piloté aussi par des IA. C'est-à-dire vraiment, le leader de demain, pour moi, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'il va être capable de danser avec toute l'incertitude qui existe autour de l'IA et d'utiliser le plein potentiel de l'IA pour leader des équipes, pour leader des projets. Et ça, tout le monde pourrait être leader. Donc pour moi, c'est vraiment les 3 métiers, en tout cas que je vois à l'instant T du futur. Mais il y en a des milliers d'autres. Si tu m'en demandes des 30, je pourrais t'en donner 30. Mais les 3 premiers, ce sont ceux-là pour moi. Ok. Une autre question. Si tu devais lancer un business 100% automatisé et avec l'IA, ça serait lequel? Mais avant ça, j'ai une autre question. Je l'ai. Ouais. J'ai une autre question. La big question. À quand un prochain épisode? À quand le prochain épisode? Quand est-ce que tu m'invites? Je peux t'inviter tout à l'heure. Ah ben allez, tout à l'heure. Bon, on va se laisser alors un autre épisode pour parler de tout ça, parce que j'ai plein d'autres questions. Surtout centré sur l'IA, et moi c'est un sujet qui me passionne aussi. Et je travaille aussi dessus à mon niveau, donc t'es bien la personne avec qui on doit discuter de ça. Je vous dis les amis, merci beaucoup de votre fidélité. Vous pouvez suivre JC sur ses réseaux sociaux. Vous avez tous les réseaux en barre de description. Également, il lance sa chaîne de podcast. Je vous laisse aller le suivre. Ça traite tous les sujets. Il a énormément de personnes qui viennent hyper inspirantes dans sa chaîne. Donc voilà, merci les amis. Merci JC. Merci Wiz pour l'invitation. J'ai passé un super moment. Merci, moi c'est la même. Et je te dis au prochain épisode. Et je vous dis à bientôt.